Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, fidèle au poste. Toujours Pierre. Janine, il m'arrive de ne pas comprendre certains comportements. D'être vraiment là, complètement là, interloqué. Malgré votre contact avec les humains, vos cours en psychiatrie, votre grande formation médicale. Il m'arrive là d'être surpris puis de ne pas comprendre. Écoute, à tous les jours, on nous parle d'un bulletin de santé d'Augusto Pinochet. Ex-dictateur chilien, despote sanguinaire. Puis il y a 91 ans, puis à tous les jours, on nous parle de son bulletin de santé. Je ne comprends pas. C'est parce qu'il y en a qui souhaitent sa mort, Pierre. Oh! L'avez-vous vu sous cet angle-là? Non, là, par exemple, tu me prends parce que... Non, ça, j'y avais pas pensé. Non. Soit la mort. Non, la même chose avec Fidel Castro. C'est un despote peut-être moins sanguinaire que... Il a nourri son peuple. Pinochet, je suis pas certaine qu'il a fait autant de bien. Ah, tu penses que c'est Castro qui a nourri le peuple, toi? En tout cas, il a créé des structures. Ah oui, il l'a nourri ou s'il l'a affamé? Je pense qu'il a donné un petit peu à tous. Alors qu'il y en avait qui crevaient de faim. Ah ouais? En tout cas. Mais Pierre... Dans le cas de Pinochet. Oui. Expliquez-moi son frère Castro, parce que c'est un peu douteux. Écoute, un despote sanguinaire, reconnu, un général d'armée, un système autarcique, fasciste, autoritarien. Oui. Enlèvement politique, Pierre, puis même la semaine dernière, il y a une semaine, il est accusé du meurtre de 2 opposants politiques. Puis, écoute, il y en a tué. Ils savent même pas qu'on était tués. C'est ça. Le monde, ça disparaissait comme des mouches. Oui. Pendant 17 ans. 17 ans de dictature. Comment se fait-il que des figures d'autorité tortionnaires sont à ce point respectées avant leur décès? Je ne comprends pas ces comportements-là. Non. Mais Pierre, quand on regarde les photos, c'est une minorité par rapport à toute la population chilienne. Mais c'est ça, ces comportements-là, tu dis oui. D'où ils émanent? C'est ça, là. C'est pas massif, quand même. Le gars a régné par la terreur, par une armée. OK? C'est une dictature militaire. Oui. Une junte. Pour ne pas dire une jungle, militaire. Et là, on voudrait nous faire pleurer sa mort. Il y a 300 pleureuses qui veillent jour et nuit devant l'hôpital. Expliquez-moi quelques-uns, je comprends pas, là. On respecte les respectables. Comment ça se justifie dans l'esprit? C'est ça qui est interpellant. Mais si on revient chez nous, Pierre, avec le même raisonnement, avec ce que vous faites ressortir, les comportements de 300, 500 000 supporters sur une population, mais qui supportent un dictateur sanguinaire. OK. Alors, quelles ont été les figures d'autorité autour de vous? Puis on s'adresse à ceux qui sont avec nous, là. Autour de vous, quelles ont été ces figures d'autorité-là? Jugez-vous qu'elles ont été bonnes ou mauvaises pour votre épanouissement? Bonne ou mauvaise? Est-ce qu'on peut parler de figure d'autorité, Pierre, qu'on vénère malgré qu'il nous ait causé des dommages profonds? Parce que ça, on va en retrouver plus dans nos histoires personnelles. Voilà, c'est là où on va en venir. Zoom out, zoom in. Oui. Comment se fait-il que des figures d'autorité tortionnaires, non respectables, irrespectueuses, sont respectées? Expliquez-moi quelques-uns, là. Et qu'on ne peut pas s'absenter, par exemple, des fêtes de Noël et du jour de l'an. Parce que il y a une figure d'autorité non respectable, à qui on doit une visite aux fêtes et obligé, ça fait partie du code familial. C'est une figure d'autorité qui a été bonne, qui n'a aucun problème avec ça. Quelqu'un qui a eu du leadership dans sa famille, puis qui a écouté, puis qui a bien conseillé, t'as pas de problème avec ça. Non, on parle de figures d'autorité abusives, torsionnaires, non respectables. Et comment se fait-il qu'il y a tant de monde qui respecte ces individus-là? Ça me dépasse. Ou bien on n'a rien compris au respect de l'autre, ou bien le respect de l'autre ne fait pas partie de notre culture. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que ce serait plus généralisé qu'on le pense? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas là-dessous des intérêts?
C'est-à-dire que tu vas continuer de voir des parents ou des amis qui... enfin, alors là, on commence à gratter au niveau d'anciens professeurs, avec qui on s'est lié un peu plus parce qu'ils ont eu de l'ascendant, mais beaucoup trop, puis de mauvaise façon sur nous. Je sais pas, mais c'est plus dans les familles. C'est plus entre frères et sœurs qu'on se crée des obligations vis-à-vis des parents. Ben, vous pensez pas? Hey, ailleurs, on peut s'en dégager plus. Dans certains milieux de travail. Sur le plan collectif, cette attitude-là existe et elle se reproduit dans les microcosmes familiaux. Alors, on est parti de Pinochet. Écoute, c'est à ne rien comprendre. Un vieux maudit, il faut qu'il crève pour plus grand. C'est quel déchet humain. Alors, figure d'autorité. Et là, vois-tu pas que ce déchet-là, on nous abreuve au Canada. Au Canada, on nous abreuve à tous les jours du bulletin de santé de ce déchet humain-là. Il y a beaucoup de Chiliens qui ont fui, Pierre, et qui vivent avec nous, et qui ont fui ce régime-là. Puis, comme je vous dis, c'est drôle, je l'ai sorti spontanément, mais Pierre, ils doivent attendre qu'ils crèvent. Peut-être que ça va changer leur vie. Peut-être qu'ils ont peur de retourner chez eux juste parce qu'il n'est pas mort. Écoute, CBC a envoyé au Chili, à Santiago, je crois, a envoyé au Chili un reporter. Lundi matin, je voyais un reportage. Il y avait une reporteuse de CBC dépêchée au Chili pour nous donner en direct le bulletin de santé d'un tortionnaire, d'un despote sanguinaire. Aïe, aïe, j'ai mal en quelque part. Je pense pas qu'on va faire son hommage, par exemple. On attend sa mort. Mais là, c'était tout proche. Écoute, elle était là, puis là, c'était terrible. Il y avait 300 pleureuses, là, puis... Elle couvrait ça. Oui, il y avait une commotion, puis écoute, avec admiration... Mais là, un journaliste doit rester neutre, Pierre, tu couvres, OK? Tu as des pleureuses, voyez-vous, ça alimente notre tribune. Aujourd'hui, on s'interpelle sur ces comportements-là. Tu dis, qu'est-ce que vous avez à pleurer? Ben, c'est pas un beau reflet de l'humain. Peut-être pas. C'est pas une belle facette de l'humain du tout, là. Peut-être pas, hein? Mais ça existe. Quels sont les intérêts, quelles sont les attitudes, comment expliquer pareil comportement? Mais Pierre. Oui? Un avocat, vous parlez de figure d'autorité, un avocat, un médecin, un prêtre, il vous aurait écrabouillé, mais parce qu'il était prêtre, avocat, médecin, puis même encore, je pense qu'on les considère comme figure d'autorité, ils parlent et tu tombes à terre, mais c'est pas toujours des bonnes figures d'autorité. Il y a des mauvais avocats, il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais... tout ça. Et qui ont même des impacts négatifs, après les avoir consultés. J'ai un problème avec les individus qui respectent le non respectable. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas du respect, c'est de la lâcheté. C'est de l'aplaventrisme. Respecter le non respectable, oui. C'est pas joli ce qu'il y a derrière ça, là. Mais est-ce que il y en a, Pierre, ils ont pas le choix, ils ont été élevés là-dedans, ils sont étouffés par ça, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre ce qui leur fait du bien et ce qui leur fait du mal. À ce moment-là, si ta prétention est vraie, est exacte, ça voudrait dire qu'il y aurait un pourcentage d'adultes qui sont de véritables esclaves. Parce que ce que tu viens de décrire, il y a un mot pour ça, c'est esclavage. Si quelqu'un a été élevé par des despotes, par des autoritariens outranciers, et qu'il n'est plus capable de formuler des choix, ben ça, on appelle ça un esclave. Ou quelqu'un qu'on a mis en prison très jeune. Et Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu un appel, c'est un jeune homme, puis il avait traversé des périodes suicidaires, il avait des problèmes à l'adolescence. Et il s'était pendu dans la remise, derrière chez lui. Il a raté son suicide, et quand son père est arrivé, il a maudit un coup de poing en plein visage, puis il a fait éclater le nez. OK? Tu ne referas plus de cochonnerie comme ça. Hey, Pierre, je ne sais pas, démolir quelqu'un, faire ça et démolir quelqu'un, là, mais intégralement, là, psychologiquement, tout, tu peux pas faire mieux, là. Ça, c'en est un tortionnaire. C'est son père. Janine, on pourrait peut-être en profiter pour s'interroger. Est-ce que nous avons suffisamment d'autorité? Est-ce qu'il y a suffisamment d'autorité dans notre pays, dans notre province? Bienveillante et bonne? Non. Est-ce que nous avons autorité? Peu importe. Autorité, c'est autorité. Est-ce que nous avons trop d'autorité dans notre province, dans notre pays? On pourrait peut-être... parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de personnes qui sont amateurs d'autorité, qui recherchent l'autorité, qui veulent soit l'imposer ou s'en faire imposer. Est-ce que c'est ça, l'évolution de l'humanité? Est-ce que l'autorité
ne serait pas un frein naturel à l'épanouissement de l'être humain? Alors qu'un guide, ça serait différent. Il ne s'impose pas à nous. Il est là. Je vais ajuster ça. Comment le dictionnaire définit autorité? Bon, on va là-dessus. Le fait d'imposer ses dictats, d'imposer son opinion, de s'imposer. Ou être un guide. Être un guide, quelqu'un qui permet un ralliement sans imposer, sans encadrer, sans légiférer. C'est peut-être utopique, là. Est-ce que dans notre société, il n'y aurait pas beaucoup trop d'autorité et insuffisamment de facilitateurs? Facilitateurs. Et là, je dis dans la société... Mentor, j'aime ça. J'aime ça, Pierre. Facilitateur? Oui, j'aime ça. C'est un mot qui n'est pas utilisé. Ça vient un peu de moi, celui-là. Bon. Ça vient un peu de moi, celui-là, facilitateur. Faciliter. Faciliter les choses. Ouais. Faciliter l'épanouissement. Est-ce qu'on est dans un mode facilitant, autant sur le plan familial, conjugal, collectif, municipal? Et vu sous cet angle-là, Pierre, on donnerait des récompenses à des parents qui sont des facilitateurs, parce qu'ils vont créer des êtres qui vont avoir une pensée autonome, qui vont être capables de créer, parce qu'ils sont pas élevés dans la coercition, dans les défenses, dans les interdits. C'est des éléments créateurs pour la société de demain, le monde de demain. Tu dis, ces parents-là sèment quelque chose. Sans autorité, c'est l'anarchie. Les facilitateurs, Pierre. L'anarchie, cette maîtresse qui fait si peur, existe-t-elle? Mais après une trop grande autorité, tu te retrouves aussi dans l'anarchie, Pierre, et tu la provoques, tu la suscites, tu crées le chaos, parce que les gens se révoltent. Puis pour éteindre la révolte, il faut que tu tires. Bon, alors, quelles sont les figures d'autorité autour de vous, OK? Et est-ce que vous avez eu des gens qui ont été des facilitateurs et qui font ce que vous êtes aujourd'hui, des êtres épanouis qui sont capables d'aller dans leur vie selon leur couleur? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quelles ont été les figures d'autorité autour de vous? Et diriez-vous plutôt que ça a été des facilitateurs? On va prendre ce mot-là, là. Facilitateur. Je l'aime. C'est comme votre courrieliste, là. C'est bon, ça. On verra. Peut-être qu'un jour, ce sera l'Académie française. On parle à Isabelle. Oui, le rôle de parent est d'abord et avant tout un rôle de facilitateur, non pas un rôle d'autorité. J'ai regardé dans le dictionnaire pendant la pause. Et autorité, là, dans le petit Larousse de 1990, réfère carrément à se faire obéir. Oui. Commander, se faire obéir. Oui. Alors, allons à notre... À Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Félicitations pour votre émission. Merci. Moi, je suis très fière de vous écouter, puis ça m'aide beaucoup à cheminer. Puis ce que j'ai goût de partager avec vous autres aujourd'hui, c'est effectivement, j'ai eu un petit peu au début, moi je trouvais que j'avais une mère autoritaire. Mes parents se sont divorcés, j'avais 2 ans. Et puis, disons que mon père n'a pas été correct avec ma mère au moment du divorce. Dans quel sens? Il l'a mis dehors comme un chien dans la rue. Oh! Oui. Vous avez été témoin de ça en plus? Non, ça fait 2 ans, sauf qu'elle a attendu, là, elle m'a pas conté l'histoire avant que j'ai au moins 18 ans, pour pas que ça vienne briser la relation ou quoi que ce soit, mais... Avec votre père? Avec ma... oui, elle voulait pas... avec mon père. Elle a préservé ça. C'est ça, elle a préservé ça. Ma mère, je vais vous dire, je lève mon chapeau, là, elle a bien fait sa job. Elle a fait les 2 jobs, dans le fond, là, mais en tout cas. Non, ça ne se fait pas. Oubliez ça. Ce que vous venez de dire est faux. L'histoire, c'est un mythe. On s'est doté, on s'est créé un mythe au Québec que les parents divorcés, un des 2 parents pouvait jouer le rôle des 2 parents. Je regrette. Foutaise. Monumentale. C'est vrai, vous avez raison. Je m'excuse. Alors, c'est ça. Elle s'est occupée de nous, elle a fait son possible, effectivement. Elle s'est repoussé les manches, elle avait 2 travails, elle travaillait fort, elle nous a mis à acheter une maison, puis en tout cas, ça a super bien été. Puis mon père, ben, c'est ça, j'ai pas eu vraiment de relation avec lui parce qu'il s'occupait plus ou moins de nous. Il venait nous chercher une fois par 2 semaines. Des fois, il envoyait son copain venir nous chercher au lieu de venir nous chercher. Et puis aujourd'hui, ben c'est sûr que son conjoint est mort. Puis il voudrait peut-être avoir une relation avec ses enfants. OK. Il était homosexuel? Oui, exactement. Bon. Moi, ben j'avais de la difficulté à avoir une relation avec lui et
d'un, il n'a jamais été équitable envers moi et mon frère. Fait que ça, c'est sûr que c'était difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, c'est que mon frère, c'est un homme. Fait que, il y avait plus de cadeaux. Il était pas équitable. Il était injuste vis-à-vis de moi. Ah ouais, il préférait votre frère? Ben, peut-être. Hein? Ben oui, mais il est homosexuel, un petit attrait sexuel en passant. Il faut les comprendre. C'est ça l'Édipe renversé dans ce cas-là, oui, c'est ça. Ouais. C'est l'Édipe. Ben oui. Ouais. Alors, l'Édipe renversé, mais l'Édipe renversé d'un homosexuel ne se fera pas de la même façon qu'un hétéro. Oui. Ben oui. Ben oui. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, ben là, il est tout seul, hein, puis il se retrouve tout seul, puis j'ai de la misère à lui trouver des belles qualités à mon père, malheureusement. Ben oui, mais forcez-vous, Isabelle! C'est pas que je suis fâchée, c'est que c'est la réalité. Pourquoi? Vous n'êtes pas fâchée? Non, je suis d'avoir été traité injustement? Ben, c'est ça que ça me fait quelque chose. Puis c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, qu'on a de la misère à avoir une relation, je voudrais bien que je l'appelle, que j'aille tout avec lui. Ben oui, quel âge a-t-il? Là, il est rendu à 71, je crois. 71 ans. Ouais. Puis vous avez quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans. Ouais. Et là, le pauvre voudrait que vous meubliez sa solitude. Ouais, c'est ça. Oh. Là, ben, moi, je suis pas capable parce que je veux pas... je sens pas que j'ai une relation avec mon père. Là, mon père... non, il veut une relation d'infirmière avec vous. Il prépare la suite. C'est plutôt parce qu'il s'ennuie, là. Puis là, il voudrait... Tu sais, il a mis 2 enfants au monde. Mais là, il voudrait que ses enfants se rapprochent de lui. Mais à 18 ans, je prenais sa maison pour un restaurant. Tu sais, là, j'ai eu des commentaires épouvantables. Puis le fait qu'il n'a pas été juste, ben, entre autres celle-là. À un moment donné, il a acheté une voiture à mon frère. Puis moi, ben, quand il est venu le temps que j'en ai une, je travaillais. J'ai commencé à travailler très jeune. Je gardais. Après ça, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Je ramassais mon argent. Là, ben, je voulais me faire aider, puis là, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. J'ai pas demandé de m'acheter une voiture. J'ai demandé, est-ce que tu pourrais m'aider? Puis j'ai dit, d'ici 2 semaines, je devrais faire mon choix. Alors, j'aimerais savoir de tes nouvelles. Il m'a jamais appelé. Il a fallu que je le rappelle. Puis quand je l'ai rappelé, ben là, ça se demande pas, ça, ces affaires-là. Ouais. Oui, ça se demande pas. On en achète une à mon frère, c'est correct. Lui, il l'a eu, mais pas moi. Oh, c'est un gars! Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exact. Fait que là, c'est ça un petit peu. Fait que j'ai passé 5 ans sans lui parler. Oui. Puis après ça, bon, une de mes cousines avait fait un souper. Puis là, il était bien triste de ça, là, qu'il y avait tout ça. Pauvre petite bête! Oh, c'était pauvre petit, là. On est plein de pauvres petits au Québec, hein? Ouais. On en a. Ça attire nos larmes, hein? Oh! Ouais. Mais dans tout ça, ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui, là, c'est que quand vous avez dit, tu sais, on se sent obligé, là, ben, c'est sûr, à quelque part, oui, je suis peut-être l'âge de pas vouloir dire, regarde, j'ai pas le goût d'avoir une relation avec toi parce que, bon, je trouve que on n'a pas d'affinité, on n'a pas de relation, point final. Mais malheureusement, ben, heureusement ou malheureusement, ce qui arrive, c'est que mon père est en moyen. Il va avoir un testament un jour, hein? Alors, regarde, je suis peut-être venue de fermer ma boîte, puis d'être fine, puis de faire comme Isabelle, il vaut combien à peu près, en tout et partout? J'ai de la difficulté à vous dire le combien, parce que mon père a toujours été cachetier, il nous a jamais rien dit, mais il a eu une compagnie longtemps, puis il a toujours fait attention à son argent, puis il est très gratteux en passant. Oui. Puis c'est ça. Fait qu'un jour, ben, il va y avoir quelqu'un qui va falloir qu'il hérite de ça. Quel dilemme. Oui, wow. exactement. Ouais. Non, mais attends, quand je dis Isabelle, ça, soyez prudente. égoïste peut-être. Non, attendez un peu. Soyez prudente, parce que vous avez vu la manchette, là, il y a quelqu'un dans la région de Montréal qui a donné 24 millions à un gugus quelconque. Oui, c'est la Fondation du Grand Montréal. C'est ça, Pierre. Puis oui, bon. Alors, il nous donne pas les détails de ça, mais est-ce qu'il est possible que cet individu-là n'ait pas voulu faire partager ses proches de largesse et ait donné ça à une patente publique? Au Québec, ça se peut. Absolument, on peut être déshérité. Complètement, même comme enfant. C'est-à-dire, non. Oui, Pierre. Attendez, on va reprendre le langage. C'est important, les mots, là. C'est qu'au Québec, ce n'est pas qu'on peut déshériter quelqu'un. On peut ne pas favoriser par testament quelqu'un. C'est très différent, Janine. Déshériter... Le résultat étant le même. Janine, c'est pas pareil. Déshériter, c'est retirer du testament. Oui. Alors que faire bénéficier des largesses testamentaires, c'est autre chose. Mais tes enfants, automatiquement, en principe, sont les premiers à hériter de toi. Oui, mais c'est pas de conjoint, Janine, non. t'es en France ou t'es au Québec?
Tu parles en vrai socialiste, en socialeuse de France. Bon, OK. Tu comprends? Bon, Ici, c'est une liberté. Les individus ont la liberté de faire bénéficier qui ils veulent de largesse par testament. C'est une façon de le dire. Alors que quand tu le présentes comme un dû. Je regrette. Un héritage, ce n'est pas un dû, ce n'est jamais un dû. C'est peut-être pas un dû, Pierre, mais il y a des gens qui ne sont pas avantagés sur des testaments, ou en tout cas dans vos termes, et qui le mériteraient largement parce qu'ils ont été conjoints ou conjointes jusqu'au bout. Non. Et il y a une petite chicane au bout d'une vie après 50 ans d'association matrimoniale, et l'autre est puni. C'est comme ça, la réalité dans notre pays veut qu'on a la liberté de faire bénéficier qui on veut à notre décès. Bon, alors, est-ce qu'on l'a ou si on ne l'a pas, cette liberté-là? Nous l'avons au Québec. À ce moment-là, il faudrait s'exprimer en conséquence. Bon, mais et reconnaître le fait. Si Isabelle se met à donner des services à son père, il ne faut pas qu'elle s'attende à ce qu'il y ait quelque chose au bout, parce que c'est pas garanti aujourd'hui. Vous avez raison. Alors, le message... Elle peut souvent regarder... Oui, c'est ça. Je prends la chance. C'est ça. Alors, si ça vous tente... ma boîte, j'endure, oui, d'une certaine façon. Je fais l'effort d'aller le voir pour sa fête, pour Noël, pour ma fête, des choses comme ça. Mais quand il m'invite à aller souper, viens donc souper avec moi, là, un soir, je dis tout le temps oui, mais il va pas. Puis je l'appelle pas plus qu'il faut, parce qu'il m'appelle pas lui non plus. Fait que, tu sais, il y a des attentes, mais à quelque part, il fait rien pour... que je sois dirigé vers lui ou que je sois attiré vers lui, tu sais, puis... C'est bien embêtant. Son histoire de testament, là, c'est loin d'être... Parce que ce n'est pas un individu qui a créé un lien significatif avec vous. Exactement. Alors, c'est un géniteur. Exact. Il peut très bien vous faire chanter avec l'héritage et faire bénéficier quelqu'un d'autre de ses largesses. C'est bien possible. Et au Québec, c'est plein de ce genre d'individus-là. Exact. On en est rempli, madame. Non, mais donc, il faut qu'elle soit consciente, Isabelle. Ouais. Qu'au bout, ça peut être très amer comme déception. C'est ça. Si elle investit. Oui. C'est sûr. Isabelle... C'est une chance que je prends. Merci. Un gros merci de votre appel. Intéressant. Alors, figure d'autorité, ou bien autour de vous, vous avez eu des facilitateurs. Qu'est-ce que vous en avez gardé de ces gens qui ont marqué votre vie d'une manière ou d'une autre? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-il des figures d'autorité autour de vous qui ont eu une influence, bonne, mauvaise, ou des facilitateurs? Et là encore, on peut en parler. Hey, Janine? Oui. Un courrieliste. Carl. Bonjour, M. Mayou. Félicitations pour votre émission. Saviez-vous que le frère du général Pinochet et toute sa famille habitent au Québec? Savais-tu ça? Non. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas. Non. Quelqu'un nous envoie ça? Non. Eh bien, voilà. On parle à Daniel. Bonjour, Daniel. Bravo votre émission. Merci, Daniel. On parle de facilitateur et puis d'être dictateur contrôlant, des choses comme ça. Moi, je crois pas que dans notre province, on a trop d'autorité, malgré que même si certaines personnes autoritaires sont abusives. Partout dans la société, moi-même, j'ai eu des facilitateurs au courant de ma vie, et puis des personnes autoritaires qui, dépendamment de la personne, ont eu des extrêmes ou ont été équilibrés et justes. Moi, j'ai eu besoin de personnes autoritaires dans ma vie parce que, justement, en tant qu'adolescent, j'ai été délinquant. Et puis, je m'en allais vers une voie vraiment extrême où je faisais du je m'en foutisme. Comme quoi? Parlez-nous de votre délinquance. Dans les drogues et puis dans les petits crimes, les insolences envers la société, envers autrui, d'un peu de vandalisme, mettons, aussi, juste le fait d'entrer dans un autobus puis pousser les gens pour avoir un siège, sans regarder s'il y avait une femme enceinte ou s'il y avait une personne âgée ou des choses comme ça, là. Aucun altruisme de ma part à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu l'influence des amis, et puis de la drogue, et puis des alcools, et puis des choses comme ça. Moi, j'ai eu besoin de personnes autoritaires. C'est sûr que dans ces personnes-là, il y en a eu qui ont été extrêmes, puis ils ont été abusifs dans leur autorité. Et automatiquement, c'est sûr qu'avec mon jugement, je me suis tassé de ces gens-là à quelque part. Mais rien n'empêche que
j'ai appris quand même à les respecter parce qu'ils pouvaient contrôler une façon de se faire respecter. C'est sûr que c'est soit par la peur ou soit par par la privatisation de choses, des choses comme ça. Mais rien n'empêche, c'était juste le respect que je leur apportais, c'était qu'ils étaient capables de se faire respecter. C'était pas envers la personne. Là. Ça répond quasiment à une des questions que vous posiez au début de l'émission. Il les respectait parce que les autres arrivaient à se faire respecter. C'est gros, là. Comment se fait-il, comment expliquez-vous que vous aviez à ce point besoin d'autorité à l'adolescence, que vous versiez dans la drogue, le vandalisme, les impolitesses? Racontez-nous ça. Parce que certains facilitateurs, moi, m'avaient dit, tu as le droit de faire ce que tu veux dans la vie. Tu sais, c'est en autant... D'autres disaient, tu fais ce que tu veux en autant que tu payes le prix qu'il a payé si tu fais des... Attendez un peu, là, certains facilitateurs vous ont dit ça. Je vois pas où est la facilitation des imbéciles, ça. Tu fais ce que tu veux dans la vie. Qui vous avait dit ça? J'ai eu des oncles, j'ai eu des frères, j'ai eu des amis qui m'ont dit... Mais écoutez, vous venez d'un milieu de crétins? Certains, oui. Non, mais sérieux, parce que, écoutez, un adulte qui dit à un enfant, tu fais ce que tu veux dans la vie. Ben voyons. Ben oui, mais ce qui arrive, c'est justement, ça prend tout le monde... Qu'est-ce que vous faites du respect de l'autre, puis de l'entraide, de la fierté personnelle? Qu'est-ce que faisaient dans la vie ces individus-là qui vous disaient ça? Certains étaient mécaniciens de métier, d'autres des gens normaux là, qui font des métiers caissières, des jobs ordinaires. Là. Mais le message de fond, est-ce que c'était un message tu es un être libre? Est-ce que c'est ça qu'il voulait lui dire quand il lui disait ça, puis lui il l'interprétait d'une autre façon? Il y avait probablement un peu de ça aussi, mais le message le plus clair que j'avais eu, c'était justement tu fais ce que tu veux dans la vie, puis si tu fais quelque chose de pas croche, ben, faut que tu t'apprêtes à payer les conséquences. Quelle sorte de parents vous avez eu, vous? Ben, j'ai eu des bons parents quand même. Moi, personnellement, ma mère, elle travaillait beaucoup. Elle était moins présente à la maison à ce moment-là. Mon père aussi travaillait. Mais oui, mais le monde qui travaille, c'est rendu que ça va devenir un prétexte. C'est quoi cette affaire-là? C'est normal de travailler. Oh oui, mais la seule chose, c'est que trop travailler aussi, ça te laisse... ben, tu as besoin d'une gardienne, tu prends une gardienne... À ce moment-là, dites-nous pas que votre mère a travaillé beaucoup, dites-nous que votre mère s'est pas occupée de vous. C'est vous qui l'avez vécu, votre réalité. Voyez-la comme elle est. Oui. Est-ce que vous sentez... Mais est-ce que vous sentez que votre mère ne s'est pas occupée de vous? Ça se pourrait-tu, ça? D'après les connaissances... non, il y a eu des bons parents. D'après les connaissances qu'elle a eues, l'éducation aussi qu'elle a eue, elle a fait de son mieux. Oh, Daniel, quel âge avez-vous? J'ai 36 ans. Oh, ben là, je suis pas fort, là. Ben non. Là, on est dans les... Tantôt, on était dans les prétextes, là, on est dans les excuses. Vogue la galère. C'est pas des excuses, c'est une réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rendu que les magasins sont ouverts 7 jours sur 7. On est d'accord parce que la société va de plus en plus vite. Mais Daniel, vous faites du coq à l'âne. Vous avez 36 ans. On parle de vous, gamin. Qui vous a élevé? Parce que vous nous donnez l'impression d'un espèce de mal éduqué auquel on disait, écoute, fais ce que tu veux dans la vie, puis tu payeras le prix. C'est niaiseux. Il reconnaît, ben oui. C'est niaiseux peut-être, mais c'est une réalité qui est... Puis là, vous venez nous servir la salade que vous avez eu des bons parents. Ben oui, mais... Écoutez, sachez distinguer entre un taré et un individu qui a de l'allure. Pardon? C'est pas mes parents qui m'ont dit que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, là. Je vous dis, j'ai eu des amis, j'ai eu des oncles. La seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui pensent de même. Donc, automatiquement, s'il y a des personnes qui pensent... Oui, mais aviez-vous une tête... Qu'est-ce que vous aviez au-dessus des épaules, vous? Une patente vide, une boîte crânienne vide? Ben non, mais on sait avec les idées avec quoi on est éduqué. Moi, une chance que j'ai eue, justement, des parents qui m'ont dit non, fais pas ça, puis ils ont été autoritaires. Ben non, ça marche pas, votre affaire. Vous avez versé dans la drogue et le vandalisme. Vous êtes comporté comme un petit délinquant. Parce que ça a été mon choix quelque part d'essayer ça. Mon choix d'essayer ça. Êtes-vous bien certain de ce que vous venez d'affirmer? Il y a personne qui m'a tordu le bras en me disant, tiens, prends de la drogue. Oh, ben ça, c'est encore drôle, mon ami. Est-ce que vous saviez que les enfants carencés versent à peu près tout dans la drogue à 12-13 ans?
Il y a une partie, probablement, oui. Ah. Mais il y en a d'autres qui seront influencés par les autres. Il y en a d'autres, c'est leur choix. Mais personne leur force la drogue les force à consommer de la drogue. Daniel, il prend la responsabilité lui-même de ses gestes. Oui, pour déculpabiliser ses parents incompétents, il me semble. Pas nécessairement. Pourquoi vous mentionnez automatiquement les parents? Pourquoi ça ne peut pas que ce soit les autres? Les Daniel, voisins, les oncles, Daniel, êtes-vous né sous la feuille d'un chou? Est-ce que c'est une fève qui vous a élevé? Non plus. Ah bon, gardez donc ça. C'est la société. Une influence. Vous êtes sorti d'une femme. Et ça serait intéressant de voir quelle qualité de lien cette femme-là a développé avec vous. Et quelle qualité de lien le géniteur a développé avec vous. Il me semble qu'au niveau de l'autocritique, vous n'êtes pas trop avancé, mon cher Daniel. On est dans les grands balbutiements. Il se permet pas de critiquer ses proches. Pierre, il est capable de s'autocritiquer d'une certaine façon. Non, il est capable de s'autoflageller. De s'autoflageller. Très facilement. Bon, mais parce qu'il reconnaît qu'il y a eu de la délinquance, mais maintenant, il est pas capable là, de dire le contexte dans lequel il a été élevé. Il n'est pas capable de pointer la source de ses responsabilités. Il te le dit, il y a eu des bons parents. Bye, Daniel. C'est un début. On est pas avancé. Bye, Daniel. Au revoir. On parle de figure d'autorité ou de facilitateur qui nous ouvre ou qui nous ferme le chemin. Point d'interrogation, 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quel genre humain avez-vous eu le plus autour de vous? Des figures d'autorité ou des facilitateurs? C'est notre question aujourd'hui. Oui, c'est intéressant comment certains êtres humains rationalisent leur enfance. C'est parce que c'est plus vivable, hein, comme ça, pour eux. Oui. Ouais. Tu sais, j'ai tombé dans la drogue, le vandalisme, j'ai eu des bons parents. Écoute, c'était des facilitateurs, c'est mes oncles et mes frères qui me disaient, tu fais ce que tu veux dans la vie. Hey, c'est assez spécial. Allô, Moral? Alors, on va à Nathalie. On va voir du côté de Nathalie, figure d'autorité facilitateur dans votre entourage. J'en ai pas eu beaucoup, maintenant. Racontez. Oui. De quoi vous n'avez pas eu beaucoup? De figure, tu sais, comme que vous dites. D'autorité. D'autorité. Mm-hmm. J'ai eu une mère, elle était pas si pire quand même, mais je voyais que c'était pas elle l'autorité. Puis mon père, on passe. C'est-à-dire, on passe? On passe, et en voulant dire, à un moment donné, je vais vous donner juste un exemple. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à aller dans les discothèques. Moi, c'était surtout pour danser. C'était mon moyen de... Oui. C'est de la drogue, mais moi, c'était ça, danser. Oui. Mm-hmm. Mais eux autres, c'était beau. Ma mère, à un moment donné, elle l'a su, puis elle l'a rapporté à mon père, à la place de régler le problème elle-même. Mm. Mon père, il dit, il dit, fais-toi-en pas, et toi là. Ça, c'est sa réponse. Fait que de là, c'est pas fort. Ouais. C'est ça de l'autorité chez nous. Ouais, c'est pas beaucoup de facilitateurs, même pas, là. C'est le côté de la figure de... Bon. Quel âge avez-vous? Je me débrouille par moi-même. Quel âge avez-vous, Nathalie? 37. 37 ans. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis rentrée comme ça, mais une chance. Tu sais que je suis pas dans la drogue, je suis pas une délinquante, je fais rien de tout ça. Vous étiez de la bonne graine? Mettons que pour moi, j'avais une force morale, c'est ça que je me suis fait dire. Maintenant, on pourrait vous demander, si vous aviez eu des parents raisonnables, que seriez-vous devenu? Est cruelle votre question, Pierre. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous aviez eu des parents raisonnablement compétents, des parents raisonnablement bons et attentionnés envers vous. Peut-être que j'aurais été plus loin dans la vie. C'est-à-dire, expliquez-vous. Les études. Je sais pas. Si j'aurais fait... Moi, c'est surtout... Je me dis peut-être, c'est ça. Mais je peux pas m'avancer. Mm-hmm. Pourquoi vous dites ça plus loin, les études? Parce que j'ai commencé le cégep puis j'ai arrêté. Ah, regarde donc. Ma mère a dit absolument que je fasse du cégep et tout. Puis pour faire le contraire d'elle, non, moi j'arrête. Ah, vous êtes... Arrêtez donc, vous êtes arrêté. Vous avez arrêté votre cégep pour l'écœurer la bonne femme. Ouais. Oh! En réaction, hein? Ouais.
L'arrêt pour écœurer la bonne femme, vous l'aimiez, votre mère? Ben... Oui, je l'aime d'une certaine façon. Ah, c'est un grand geste d'amour, ça. Arrêter son cégep pour faire suer la bonne femme, c'est un grand geste d'amour. Et ça, il y avait un grand amour réciproque qui régnait entre vous deux. Ma mère était pas si pire. Elle a un peu annoncé ses couleurs. Elle était pas si pire, quand même. C'est pour... elle était toute seule, c'est comme éduque, puis elle n'a jamais eu de colonne, comme qu'on dirait. T'sais. C'est juste un exemple, comme quand j'avais à peu près 10-12 ans, puis elle voulait avoir une chose, on était dans un magasin, mais elle dit, ben, j'attends, on va demander à la vendeuse où que c'est. Elle dit, dérange-les pas. Je dis, hey, ils sont là pour ça. Juste un petit exemple, là. Votre mère est une grande Québécoise valeureuse. Tu sais, puis, tu sais, j'avais 10-12 ans, là. Pourquoi j'ai raisonné comme ça, je sais pas, mais ils sont là pour ça. Ouais. Vous savez, ce qu'il y a d'encourageant, c'est qu'il y a parfois certains parents qui engendrent des individus qui leur sont supérieurs sur le plan génétique. Et dans votre cas, ça semble assez évident. Mais tu sais, quand vous lui dites, Pierre, où tu serais allé si tu avais eu des parents qui étaient plus attentionnés, plus attentifs à toi, qui auraient été des facilitateurs, tu sais, je vous dis, c'est cruel. Tu sais, quand tu penses à ça, tu dis, je m'en suis bien tirée. Elle nous dit ça, Nathalie, elle dit quand même, je suis pas pire, à 37 ans, je m'en suis bien tirée. Mais où Nathalie serait allée si ça avait été encore mieux comme départ dans la vie? Je sais pas. C'est quel lien avez-vous avec vos parents? Mon père, j'y parle plus. Il m'a appelé dernièrement, mais c'est un égocentrisme, comme on dirait. Ça dit rien, c'est moi. Arrête donc. On n'appelle ça pas un égocentrisme, on appelle ça un veau. Un têteux. C'est ça. Et il aime pas mon chum, les deux, ils aiment pas mon conjoint. Ben oui. Parce qu'il aurait voulu que je sorte avec un docteur, un avocat, ou tu sais que... excusez, mais j'ai pas les études de ça, puis je me verrais pas avec un docteur, un médecin, un avocat. En tout cas, vous l'avez pas rencontré. C'est la personne avec qui vous êtes actuellement que vous appréciez. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Ah, un détail. Hein, c'est juste ça. Oui. Vous êtes bien avec lui? Oui, on a eu des hauts et des bas, c'est normal, c'est dans tous les couples. Non. Il y a des couples qui n'ont pas beaucoup de bas. La stabilité. On excuse, non. Ah ouais? Non. Alors, parlez-nous de vos hauts et de vos bas. Ben, dans tous les couples, là... Non, Nathalie, vous ne savez pas ce qui se passe dans la cabane à côté de chez vous. Alors, parlez-nous de vos hauts et de vos bas à vous. Moi, c'est que ça arrive, je suis une personne qui est extrêmement sensible. Puis on dirait que, tu sais, je vois. Mais c'est dur à répondre à ça, hein. Mais oui, mais c'est vous qui dites on a eu des hauts et des bas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, tout simplement? Ben, des fois, c'est des petites chicanes, là, que, tu sais, il était, supposons, comme, je vais vous dire, il a consommé. Puis moi, je suis une anti-drogue, puis... Il a consommé, il se drogue. Il se droguait. Il se droguait. Ah bon? Il n'en prend plus. Il se droguait à quoi? La cocaïne. Oh! C'est anodin. C'est anodin. Boitelaire l'a fait quand il était ministre. C'est anodin, la cocaïne, voyons, il drogue. Il consomme. Il a consommé. Je sais, mais... Oui, pendant combien d'années qu'il s'est coqué, là? 2 ans. 2 ans? Mais il a arrêté. C'était au début de votre relation ou plus tard? Plus tard. Nathalie, on le prend, on le compare à votre père. Ça donne quoi? Pourtant, tout pareil. Dans quel sens? Mon père, lui, c'est un super travaillant. C'est l'apparence qui compte. Oui. Et mon conjoint, lui, c'est mon bien-être. Il veut que, tu sais, je sais qu'il m'aime, puis qu'il est là pour moi, puis il a tout arrêté ça. Ah, ouais, bien arrêté pour vous? Oui. Avez-vous fait des enfants avec? Non, on a juste 2 chiens. Oui, ben, continuez avec les pitous. Bye. Bye, Nathalie. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Avez-vous été entouré davantage de personnes ou de figures d'autorité ou de facilitateurs? 790-0224, 800-667-5241. C'est-à-dire, quand on lit
autoritaire comme tel, dictatorial, ferme, fort, cassant, dur, intransigeant, qui aime l'autorité, qui use et abuse d'autorité. Il n'y a pas rien de très, très positif là-dedans. Cependant, Daniel disait tantôt, je les respectais, les autoritaires, parce qu'ils se faisaient respecter. Probablement ce que lui n'était pas capable de faire. Est-ce que cette notion-là, elle est interpellante. Daniel a apporté un point. Je dis, comment ça se fait que des gens autoritaires continuent de régner? Je pense que des gars comme Daniel, ça fait de la bonne matière pour des généraux comme Pinochet. Écoute, si Pinochet a régné pendant 17 ans à la tête du Chili avec une armée, il y avait sûrement une acceptation par un grand nombre. On les respectait parce que on les craignait. C'est ça. C'est ça, c'est pas du respect, c'est pas ça le respect. Donc vous êtes crainte. Ah oui, il savait intimider, il savait se faire obéir. Mais c'était un homme fort, on les voit comme forts, ces gens-là. La base de l'éducation des enfants au Québec est autoritarienne, c'est-à-dire basée sur le fait de se faire obéir. T'es un enfant, t'obéis aux adultes, puis ça s'arrête là. Alors on va dans la plupart, pas partout, dans la plupart des familles. Oui. Et dans la plupart des écoles, évidemment. Parce que j'espère qu'on progresse, Pierre, vers les facilitateurs. Bon, alors on parle à René. C'est une sacrée bonne question, celle-là. René? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien, Mme Rass? Oui, ça va bien. Oui, bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, René. Bon, moi, je pense que j'ai un bel exemple là, de facilitateur. J'ai pas eu de parents autoritaires parce que moi, mon père est mort, j'avais 9 ans. Oui. Puis ma mère n'était pas présente du fait que, elle n'avait jamais travaillé de sa vie, puis il a fallu qu'elle travaille pour nourrir ses 4 enfants. Donc, moi, c'est ma soeur qui était très maternante, puis mon frère aîné qui, lui, m'a bien guidé, je pense, dans la vie. C'est intéressant. Vous vous êtes ainsi débarrassé de parents pour être maternés et parentés de façon adéquate. Exactement. Par une sœur aînée et votre frère aîné. C'est ça. C'est intéressant. Ils ont été vos parents, dans le fond. Ah oui, c'est eux qui ont joué le rôle de parents. Absolument. Puis ce que ça donne aujourd'hui, c'est que j'ai une relation superficielle avec ma mère, dans le sens Noël, la maison brise, on va la réparer. Tout ce qui est introspection ou bonheur ou malheur, c'est avec ma soeur ou mon frère, Jean-Jacques. OK. Alors vous... Est-ce que vous connaissez et vous les connaissez? Les deux personnes signifiantes pour vous sont votre sœur et votre frère. Absolument. Ça, c'est incontestable. C'est très important. Vous savez, les géniteurs, dans bien des cas, dans bien des familles au Québec, les géniteurs sont plutôt malsains. Peut-être, oui. Et ils peuvent être relativement facilement remplacés par des beaucoup plus jeunes ou par d'autres qui sont... Mais René ne peut pas comparer. Il a eu son père très peu de temps, dans le fond. Hein? J'ai pratiquement pas tourné de mon père, mais mon frère, j'en ai beaucoup, par exemple. De votre frère? Oh, oui, il m'a montré ce qu'il avait à apprendre là, en tant que gars, à réparer mon bicycle, puis à faire des bons choix pour mon ouvrage, ces choses-là. Puis ma soeur, elle était flatteuse, puis quand je faisais des cauchemars la nuit, pour ma mère que j'allais voir, j'allais bouffer avec ma soeur. C'était comme ça. Ils m'ont aidé dans mes choix. Puis, René, votre mère n'aurait pas été veuve et n'aurait pas travaillé pour faire vivre la famille. Aurait-elle été plus adéquate comme mère? D'après moi, oui, parce que ma mère a bien changé. Quand mon père est mort, elle a fait une dépression, puis elle est devenue très émotive. C'est pas la mère que je connais, moi, puis ceux que mes parents, comme mon frère et ma soeur, parce qu'ils ont 10 ans. Vous donnez une chance au coureur du fait qu'elle est devenue veuve. Bon point. Puis après, oui, puis vous dites bon point, Pierre. Bon point. Les deux plus vieux qui l'ont connu avant ont été de bons parents, même si c'était pas leur enfant, René, là. Donc ça pourrait militer dans le même sens, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, absolument, oui. Mais après, elle n'a pas passé l'épreuve, c'est... Ah non, là, elle était plus là, elle a fait une dépression, puis après ça, il a fallu qu'elle travaille à petit salaire pour nous nourrir, puis bon, ça fait qu'elle n'était pas là. Fait que, moi, c'est ma soeur qui m'aidait à faire mes devoirs, puis qui me consolait quand j'avais de la peine, puis c'est mon frère qui m'aidait quand j'avais un plat sur mon biscuit à pédale. C'est comme ça. C'est bizarre, pareil, que ceux qui vont domper les enfants dans les garderies continuent à prétendre qu'ils sont de très bons parents disponibles à l'ouette, alors que presque tous nos appelants, lorsque la mère travaille, elle n'est plus disponible. C'est quand même bizarre, ça. J'ai un peu de difficulté à concilier certaines choses. C'est vrai, Pierre, que ça ressort de façon systématique. Hein? Puis les dompeuses de bébés dans les garderies d'État prétendent toutes qu'elles sont de bonnes mères, alors que tous ceux qui nous appellent, qui ont vécu ça, nous disent, la mère travaillait fort, elle est absente.
Ben oui. Puis je la connaissais pas. Puis je la connaissais pas. J'appelle ça une mère pourvoyeur, tu sais, on manquait pas de manger et de linge, mais... Non, un parent pourvoyeur. Elle a joué ce rôle-là, puis elle s'est cantonnée là-dedans. Peut-être après le décès de votre père, elle n'était plus, elle s'est asséchée sur le plan émotionnel. Exactement, oui. Ça peut arriver, ça aussi. Ça se peut. Puis, il y a des voilà, la tâche d'élever 4 enfants toute seule. Non, c'est pas... Oui, mais ça peut être... Bon, en tout cas. Oui, tu t'amènes un point, mais c'est pas à ce point-là que je référais, Janine. Je référais au fait de perdre son conjoint. Oui. Elle a pu littéralement s'assécher intérieurement. Oui. Du fait de la perte. Pas qu'elle doive aller travailler, mais il y a des personnes qui ne se remettent pas d'un deuil. Ça existe, ça aussi. Certains. Le deuil pathologique, c'est ça. Et la personne devient sèche. Je sais pas si je comprends bien le terme s'assécher intérieurement, parce qu'elle est devenue très émotive. Puis, plus d'émotion. Ils n'ont plus de sentiments pour les autres. Alors, elle est prise dans ses émotions à elle. C'est ça. Elle a implosé, elle s'est recroquevillée sur sur sa souffrance, puis elle a oublié les autres. Elle n'avait plus d'émotion pour les autres. Ils sont devenus égocentriques en ce moment. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver qu'elle s'est démoralisée, puis tout est possible. Intéressant. Mais, n'enlève que mon père et ma soeur ont fait une bonne job, ils ont réussi à faire un homme avec moi, puis la vie va très bien. C'est pas tout à fait comme ça. Ils ont réussi à faire c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ils ont été nourrissants, ils ont été supportants, et ça vous a permis, un peu comme une fleur, d'éclore. Tu sais, on ne fait pas éclore une fleur. On lui fournit ce qu'il faut. Cadencé, au moins. Pardon? Ou des points cadencés. C'est ça. Ouais. Excellent, René. Merci. Merci. C'est pas un témoignage habituel. C'est pas, un frère, une sœur qui tiennent lieu de parents. Alors, on va... C'est peut-être pas habituel comme témoignage, mais ça se passait beaucoup. Ça s'est fait beaucoup dans ma propre famille. Ça s'est fait. Quand il y avait les plus grosses familles, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est des témoignages qu'on n'a pas souvent, parce que maintenant, c'est des gens dans la trentaine. Ils ont un frère, une sœur, 2, max. Est-ce qu'on a le temps d'entamer un autre appel? Non. Bon, en tout cas, on va recentrer notre sujet, là, mais c'est ça, les parents. C'est parce que, Père, vous l'avez soulevé. Il y a des frères et sœurs qui peuvent remplacer le rôle parental. Ou une bonne gardienne, vous le dites régulièrement. C'en est la preuve, là. Oui. Un adulte qui nous appelle puis qui nous dit qu'il a été parenté de façon satisfaisante par une sœur aînée et un frère aîné. C'est pas les géniteurs. Le fait d'être géniteur, écoute, vous avez rien fait encore là, pour l'enfant, pour le lien, pour la qualité du lien affectif avec un petit être humain, là. Oui, mais c'est moi qui en ai. Hey, faut que tu te grouilles là derrière puis que, tu fasses quelque chose, là. Tu vas chercher l'enfant à la fin de la journée, c'est le souper, t'es pris dans les bains, c'est pas très long. Les moments tendres sont pas très longs. 5 jours semaine, là, 5, puis même, il y a des femmes, elles vont travailler 6 jours, elles disent qu'elles n'ont pas le choix, là, mais si c'est court, les moments d'affection sont pas aussi... Pour les bébés, ça n'a aucun sens. À moins d'avoir une mère substitut, comme vous dites, une gardienne qui tient lieu de mère. C'est ça. Là, il n'y a pas de dommage. Une mère substitut. Mais est-ce que ça va faire beaucoup de mères qui vont pleurer, ça, plus tard, et qui vont dire, je n'ai pas de lien substantiel avec ma progéniture? Elles vont le regretter. Oh, tu peux être sûr que, écoute, le 4 millions de prescriptions mensuelles d'antidépresseurs, à l'heure actuelle, ce n'est pas sans raison, et le chiffre n'est pas parti pour baisser, madame. Elles vont le regretter, Pierre, dans le sens où il n'y aura rien qui sera issu de la relation qu'elles ont eue avec leurs enfants quand elles seront plus vieilles, plus âgées. C'est ça. Parce que les enfants ne sont pas nécessairement bousillés s'ils ont été bien parentés par une gardienne, une bonne gardienne. Mais elles peuvent pleurer amèrement la piètre qualité de relation qu'elles auront créée en bas âge avec leur progéniture. Il va y avoir nécessairement un retour du balancier plus tard dans la vie. Parce que, tu sais, René nous parle de sa mère qui est devenue veuve, qui a fait quand même une pas pire job, j'imagine, avec les 2 premiers enfants. Vous l'avez fait remarquer, d'ailleurs. Elle a 2 enfants qui ont été capables de prendre soin d'autres. Tu dis, bon, ils avaient un démarrage. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui vont travailler à contre-cœur pour toutes sortes d'impératifs financiers. En tout cas, ça semble, tu sais, commander leur comportement. Et elles savent pertinemment qu'elles se privent de vivre avec leurs enfants et de les connaître. Le problème n'est pas le travail. Triste. Le problème n'est pas le travail. C'est trop facile comme excuse. Bon, plus vieux, mais en bas âge, Pierre, tout petit, le nourrisson, 1 an, 2 ans. Janine, un bébé de 2 ans qu'une femme qui travaille à temps partiel 3 jours semaine, garderie au milieu de travail. Il est où le demeure à l'enfant? C'est ça. C'est 0 demeure à l'enfant, madame.
Mais ça veut dire que si tu travailles à temps partiel, tu considères que tu veux te donner du temps pour être avec l'enfant, être là avec lui. Quand est-ce qu'on va comprendre, on va imiter les tribus africaines et que les mères vont traîner les bébés avec elles? Hey, est-ce que les femmes africaines travaillent, Janine? Elles vont au champ, bien certain qu'elles travaillent. Elles vont au champ avec le bébé sur le dos? Oui. OK, alors on parle de figure d'autorité. Est-ce que vous en avez eu autour de vous ou si vous avez eu plus de facilitateurs, ça se peut, ça? C'est peut-être votre histoire. C'est ça dont on parle aujourd'hui et l'impact que ça a eu sur vous. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quand on parle de figure d'autorité, c'est peut-être différent que de parler de personnes autoritaires, Pierre, et de facilitateurs. Quel spécimen vous avez eu sur votre parcours de vie jusqu'à maintenant, puis qui a été le plus marquant? 790-0224, 1-800-667-5241, puis on va immédiatement à Linda. Bonjour, Linda. Bonjour. Oui, bonjour, Linda. Bonjour. Moi, c'est ça. Moi, j'ai pas eu de parents du tout autoritaires. Ça a commencé vers l'âge de 11 ans. Oui. À 11 ans, je partais déjà là, toute seule d'un bar, dans une petite discothèque là, comme ça à Saint-Jean, Québec. Là. Ben, voyons. Oui. Et puis, à 11 ans? Oui. Je revenais à 4 heures du matin. Ma mère, c'était pas un mot. Mon père était décédé. Il est décédé, j'avais 8 ans. Oh! Oui. Et puis... dans quel état était votre mère après le décès de votre père? Pardon? Dans quel état était votre mère après le décès de votre père? J'ai pas marqué, parce que mon père, lui, travaillait... je l'ai pas connu bien parce qu'il travaillait sur les bateaux. Ah, OK. Ah, ben là, pour une fois, on nous dit quelque chose, Janine. Alors, le père était absent, il travaillait sur les bateaux et il revenait chaque mois, chaque 2-3 mois? Au 6 mois. Au 6 mois. Bon, là, par exemple... Sa garde côtière. Oui. Alors là, on a quelqu'un qui travaille et qui est vraiment absent. Oui. Ah, c'est une des rares fois, là. Puis, est-ce que vous êtes le seul enfant de cet homme-là? On est 4. 4? On est 4, mais moi, je suis la plus jeune. Oui. Donc, c'est moi qui ai comme plus mangé le coup, parce que ma soeur, elle, on a 10 ans de différence. OK. De quoi est décédé votre père? On est toutes prises du cœur. Oh! Cardiaque. Hypercholestérolémie familiale? C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une erreur médicale, mais dans... Non. Hypercholestérolémie. Faites-vous du gras dans le sang, tout le monde? Non. Non? Non. Une malformation du cœur, comme telle? Oui, c'est le cœur. C'est... moi, je suis jeune, là, fait qu'il check ça, mais je veux dire, mes 2 frères sont après moi, eux autres, ils ont déjà fait des crises cardiaques. Ben, voyons. Oui. Vous avez quel âge, Linda? 32. 32. Puis vos 2 frères, vous aviez 8 ans quand votre père est mort, ça veut dire qu'il y avait des petits pics, là? Non, moi, elle était la plus jeune. J'étais la plus jeune, oui. Sa sœur avait 18 ans. OK, donc et les 2 frères avant vous? Les 2 frères sont dans le milieu. OK. Et puis, c'est ça. Moi, à 11 ans, je pouvais faire ce que je voulais déjà. À 12 ans, j'ai resté chez nous avec ma mère, puis mon frère qui est après moi, avec un gars de 17 ans. Ma mère, autrement dit, il dormait avec moi dans la chambre. On couchait ensemble. Vous aviez 12 ans. J'avais 12 ans et ma mère, elle faisait comme une pension. Ça a été jusqu'à l'âge de 13 ans que ma mère, elle a rencontré un homme puis elle est partie vivre avec. Elle m'a laissé comme ça, autrement dit sans rien. Elle dit débrouille-toi. Elle n'a jamais voulu que j'aille rester avec. Alors, utilise tes organes génitaux pour te faire vivre. Oui, à peu près. J'ai resté avec... D'ailleurs, le gars de 17 ans qui copule la petite de 12 ans, Janine, c'est de la prostitution, ça, là. Mais pire que ça, quand j'avais 13 ans aussi, il y a eu un petit bout, là, que j'ai eu de la peine, puis j'ai tombé avec un homme de 27 ans. Puis, c'est pour ça que... Dans la ville de Québec, ça se passe? Non, dans l'autre bord de Québec. Lévis? Oui. Eh, bateau. Alors, gars de 27 ans, vous aviez 13 ans. 13 ans. Puis là, votre mère vous avez largué. Où vous habitiez? Chez qui vous habitiez? J'habitais avec le gars de 17 ans. J'ai habité avec jusqu'à temps que j'aie 17 ans.
Parce que lui, c'était un contrôleur, un manipulateur. Oui, c'est un pédophile. on est dans la pédophilie organisée. 17-13 ans? Alors, et pendant que vous viviez avec le gars de 17 ans, vous en aviez un autre de 27 qui venait se servir. Entre-temps, il est apparu dans ma vie, mais il est reparti aussi vite parce que c'était un gars dans la drogue que je savais pas. Moi, j'étais jeune à l'époque. Ben oui. Il voulait vous enrôler, puis là, celui de 17 ans ne voulait pas. Il voulait vous enrôler dans un réseau de prostitution juvénile, probablement. Je sais pas. Ben oui, non, c'est ça. Ben oui, c'est un réseau organisé à Québec. À Québec, c'est connu, ça. J'invente rien, là. Il marchait sur 2 noms. Il marchait sur 2 noms. Et vous l'avez largué? Vous l'avez... Oui. Bon, mais vous êtes quand même resté avec le gars de 17 ans. Attendez, wow. C'est pas vous qui l'avez largué, c'est le gars de 17 ans qui a fait peur à celui de 27. Non. Vous êtes bien certaine? Certaine. Parce que, non, il n'aurait pas été capable de faire peur. Hein? Non. Non, c'est-à-dire qu'il est parti parce qu'il y a eu des menaces à un moment donné. Il m'a dit, je vais t'envoyer en famille d'accueil. Puis là, moi, j'ai dit, moi, je me suis défendue que à l'âge qu'il avait, puis qu'il était avec moi, puis dans le drogue. En plein ça, les menaces, monsieur, tu te quittes. Comment ça, là? Puis je l'ai jamais... Ah oui, il était pédophile. Son emprise. Les enfants de 13 ans, 12 ans. Mais je paraissais à 13 ans, là, je vais vous dire, je paraissais déjà... 20 ans, bon, je vous crois, à 13 ans, vous aviez l'air d'une femme de 25 ans. Non, de 18, 19 ans. Oui, avec une paire de petits seins, monsieur. Oui. Oui, qui sont fermes comme... Oui, vous aviez l'air de 25 ans. Pas 25 ans, 18, 19 ans. Maquillé, Pierre, c'était une bonne poitrine maquillée, les cheveux peignés, tu vieillis facilement. Attendez, mesdames, s'il vous plaît, mesdames, suis-je le seul à écouter et à entendre ce que quelqu'un dit? Je paraissais plus vieille. Linda, à 13 ans, vous vous exprimiez comme une petite fille de 13 ans. Ça n'a pas tout à fait le même discours qu'une jeune de 18 ans. Est-ce qu'on l'écoutait? C'est ça, Pierre, la question. Non, les gars, écoutez. Il ne l'écoutait pas, il voyait ce qu'il voyait. Allez, il voyait les boules, puis il cherchait le poignet. C'est pour dire que quand j'allais voir ma mère, puis que j'étais... ça faisait 2 jours parce que il était un bout que je travaillais pas. Oui, hey, Linda, ça m'intrigue. À 11 ans, quel moyen de... Étiez-vous menstruée? Oui. Vous avez commencé à être menstruée à quel âge? 10 ans, je crois. 10 ans? Je l'ai caché. Pardon? Je l'ai caché. J'ai commencé à avoir mes règles et puis je le cachais chez nous, là. Mais oui, j'avais mes règles. Ben là, vous cachiez ça à qui? À ma mère. Et pourquoi? Parce que je n'étais pas ouverte. Il n'y avait pas d'ouverture chez nous. OK. Et moi, 11 ans, vous étiez fertile, vous aviez commencé à être menstruée, vous couchiez avec le gars de 17 ans. Qu'est-ce que vous avez... Il n'y a jamais eu de moyen. Pardon? Il n'y a jamais eu de moyen. Et vous n'êtes pas partant, vous n'êtes pas devenu enceinte? Non, j'étais chanceuse. Oui. Attendez un peu, vous. Ah là là. Le gars de 17 ans copulait la petite de 11 ans. Oui. La mère s'est jamais enquérie de savoir s'il y avait des moyens de contraception. Non, elle m'a jamais parlé de ça. Et pas de condom non plus? Non. Vous avez 32 ans? Oui. Ça se passe il y a 20 ans? Oui. Elle revient de loin, hein? Linda, vous revenez de loin. Savez-vous ça? À la fin des années 80, dans la région de Québec. Me le disait. Puis, dans ce temps-là... Mais votre sœur de 18 ans, elle... Elle est partie, elle s'est mariée avec un homme. Puis elle est partie pas mal plus loin. Autrement dit, on ne se voyait pas. Ça lui tentait pas de s'enquérir un petit peu de sa petite sœur? Vous savez, l'entraide, ça existe. Probablement qu'elle savait pas qu'est-ce qui se passait là, au début. Bah, voyons. Mais elle s'est mariée jeune. Elle s'est mariée, elle avait 18 ans. Fait qu'elle a fait sa vie. Je veux dire... Vous voyez-vous aujourd'hui? Oui. Vous avez des relations? Oui. Ouais. Pas on se voit rarement, mais... Bon, parlez-nous un peu de vous, là. C'est ça. Puis c'est pour dire que... Actuellement. Actuellement, j'ai 2 enfants. Oui. Qui ont quel âge? 5-6 ans. Oui. Puis... le géniteur, le père de ces enfants-là, qu'est-ce que ça dit? C'est un merveilleux père. Il n'est pas là, mais il travaille dans le Nord. Oui. Il vient à quel... faut 2 mois. Oui. Et lorsqu'il vient en 2 mois, il vient pour combien de temps? Il est avec les enfants. Il vient pour combien de temps lorsqu'il descend? 10 jours à peu près. 10 jours? Oui. C'est la fête? Quand il revient, vous avez hâte, là, puis... je suis avec, moi. Oh, vous n'êtes plus ensemble? Bon, non. OK. OK. Vous avez dégonflé la ballonne de Janine? Permettez-moi ça une fois de temps en temps. Ça aurait pu. Non, mais ça aurait pu, mais... Ouais. Ouais, mais là, est-ce que... Mais je suis pas autoritaire aujourd'hui avec mes enfants. Non, attendez un peu, là. Là, il y a 2 enfants, 5 et 6 ans.
Est-ce qu'il y a un homme à la maison ou comment ça se passe, là? Oui, mais je ne veux pas qu'il s'occupe des enfants. Pourquoi? Parce que lui, il est pas mal plus sévère. Il est pas mal plus... Lui, il comprend pas... je suis comme une mauvaise mère, tu sais. Il comprend pas la manière que je lève mes enfants parce que je n'ai du sourd. Je veux dire, moi... ça, c'est le nouveau j'aime mes enfants, je les adore. Je les aime peut-être trop parce que j'ai pas eu nécessairement de parents. Fait que je refoule tout ça sur mes enfants. Vous défoulez ça sur vos enfants? Pas défoulé, mais je veux dire, l'amour que j'ai pas eu, je leur donne en... Ouais. Non, ça, c'est des rationalisations qui valent pas cher. Pierre, voulez-vous, on va prendre quelques minutes après la pause. Oui, je pense que ça vaut la peine. Oui, d'accord. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Avez-vous été entouré de personnes autoritaires, de figures d'autorité, de facilitateurs? On parle de ça, puis on continue avec Linda qui nous disait, sa mère, zéro autorité, elle l'a abandonnée, elle l'a laissé faire n'importe quoi. Et là, elle se retrouve avec 2 enfants et un nouveau conjoint qui est autoritaire. Alors là, on nage dans les 2 systèmes, là. Oui. Est-ce que vous parlez-nous du conjoint actuel, de votre conjoint actuel qui n'est pas le père de vos 2 enfants de 5 et 6 ans? C'est un homme qui est autoritaire, lui, c'est lui qui domine, là, tu sais, c'est un dominant. C'est un bon gars. C'est un très bon gars. Avec les enfants, c'est sûr que c'est pas ses enfants, donc, tu sais, moi, mon chum, il est pas mal plus vieux que moi. Quel âge a-t-il? Il a 49 ans. Oui, il arrive à 50 ans. Oui, puis... Est-ce qu'il a déjà eu des enfants avec une femme? Oui, ils sont grands. Il connaît ça, il connaît le tabac, lui. Oui, mais c'est pour ça que là, bon... Est-ce qu'il a été proche de ses enfants? Est-ce qu'il est resté quand même un certain temps sous le même toit avec eux? Oui. Mais vous vous méfiez de lui? C'est pas que je me méfie, mais... Vous ne lui faites pas confiance? Non, pas tout à fait. Et pourquoi? Parce que je peux pas raconter, là. Il y a eu plusieurs choses qui fait que ça fait juste 3 ans qu'on est ensemble. Oui. Et puis, bon, il y a eu le divorce avec sa femme. Oui. Il a resté quand même 1 an avec moi avant qu'il se divorce. Oui. Donc, il était avec les 2. Oui. Bon, ça, il n'y a pas de problème là. Mais c'est pour ça que vous vous méfiez, là. Vous vous méfiez de... il a joué avec les 2, autrement dit. Il a voulu avoir les 2. Ben oui. Il a les 2 femmes, bon. Oui. Mais c'est pas pour ça que vous vous en méfiez comme père. Comme père, non. Alors, pourquoi vous méfiez-vous de lui comme père? Me méfier, c'est que j'ai peur qu'il perde patience. Et bon, qu'il arrive, je sais pas, qu'il arrive de quoi... Qu'il perde patience et les frappe? Oui. Bon, mais pourquoi vous ne le dites pas? C'est quoi cette petite gêne-là de l'avouer? Parce que c'est peut-être des bonnes antennes, hein? Est-ce qu'à date, il a perdu patience et les a frappés? Non, il prend juste les bras. Mais les enfants, tu sais, les enfants, c'est pas fou à cet âge-là, hein. Donc, il dit, les enfants disent, il me fait mal, bon, ils savent que j'interviens tout de suite, puis qu'on chicane par rapport à ça. Il a tendance à vouloir les mater. Tu sais, mais... Bonhomme de 50 ans, il connaît ça, le tabac, lui. Il sait comment dompter ça, des enfants. Oui. Puis il veut les mettre à sa main en utilisant l'intimidation. Oui. Et vous, l'intimidation, vous n'aimez pas ça? Non. Eh ben... Est-ce qu'elle va réussir à le changer, Pierre? Non. Ben non, pas 50 ans. C'est ça. Mais pourquoi demeurer avec? Vous avez vos raisons de demeurer avec cet homme-là. Et quelles sont les raisons pour lesquelles vous demeurez avec? Je l'aime. Oui. Il prend soin de moi. Bon, racontez-nous. Il prend soin de moi. Il me flatte toujours le soir. Et toutes mes petites demandes, il les fait pour moi. Oui. Je suis gâtée. Comme? Tout ce que je veux, il me l'achète. Donnez-nous des exemples de choses que vous avez. J'ai eu un char. Oui. J'ai eu des meubles. Oui. Bon, c'est toutes ces petites choses-là. N'importe quoi, je demande quelque chose le soir, de la crème glacée, il va venir chercher. Ben oui.
Oui, il fait payer aux enfants, par exemple, les faveurs qu'il vous prodigue. Vous avez raison de vous méfier de lui, parce que... Mais il s'en occupe vraiment des enfants, par exemple. Oh, oui. C'est un petit garçon, une petite fille Petit garçon, petite fille. Ouais, le couple. Okay. Oui. Ouais, au point de les intimider, là, il aime ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là? Il travaille avec les commerçants. OK. Il fait des bons salaires? Oui. Ça, c'est bon, oui. Et vous, avez-vous un travail? Moi, j'ai une petite boutique. Vous avez une petite boutique? Oui. Là, je travaille pas parce que je me suis fait opérer le nez. Oui. Vous êtes fait opérer le nez pour? La première fois, je me l'ai fait opérer pour un nerf, puis en même temps, faire enlever la petite bosse. Mais c'est-à-dire que je pense que c'est à cause que j'avais le nez à ma mère. Puis j'ai voulu... J'ai voulu changer mon profil. Une chirurgie esthétique? Non, c'est pas esthétique, par exemple. Okay. Non, mais en même temps, il a enlevé une petite partie de la bosse, là. Mais c'est pour dire qu'à l'âge de quand j'avais 14-15 ans, j'ai arrêté l'école à 13 ans. Puis quand je suis à 13 ans, ceux qui arrêtaient l'école, habituellement, ils téléphonaient, puis t'as pas le droit d'arrêter l'école à 13 ans. Je comprends. Puis moi, j'ai pas vu de nouvelles. J'ai pas... Salut Linda! Disons merci au fonctionnement tribal du Québec. Ouais. On oublie, et après ça, ils viennent nous dire que le Québec est fou de ses enfants. Oui, faites-moi rire. Et les enfants au Québec, c'est pas important, je peux vous le garantir. Vous en êtes un autre exemple flagrant. Elle est oubliée. Écoute, à 11 ans, copulé par un gars de 17 ans, 27 ans... Mais encore pire, quand j'allais voir ma mère puis que je lui disais que j'avais pas mangé, elle, c'est son chum. Elle voulait même pas que je mange chez eux parce que son chum n'aimait pas. Elle se cachait, puis quand je parlais au téléphone, là, puis je lui demandais quelque chose, sans aide. Vous savez pourquoi elle avait hâte que vous en alliez? Vous savez pourquoi qu'elle ne vous nourrissait pas? Parce qu'elle craignait que vous lui fassiez sauter les pieds auprès du chum. Que le chum, voyons, je suis pas né de la dernière pluie, Linda. C'est ça. Étiez-vous jolie? Elle paraît que oui, très jolie. Très jolie? J'ai travaillé à Broubouf 70 ans. Puis... Pardon? À quoi? À Broubouf. Puis j'ai fait des parades de mode, j'ai gagné des concours. Oh, oui, la mère, elle voulait vous exterminer, c'était évident. Elle était incapable de tolérer votre présence parce qu'elle avait peur que son chum vous saute. Et Pierre, tu dis ça, c'est pas un langage inconscient très loin, si tu le nourris pas. C'est direct, tu vas te lever, là. Et qu'est-ce que vous faisiez à Broubouf? J'ai travaillé 70 ans, oui. Mais c'est quoi ça, la Broubouf? C'est des endroits sexy où tu sers des repas ou de la bière. Ah oui? Oui. Avec ou sans top? Oh oui, sexy de classe, là. Ah, sexy de classe, habillé. C'est classe. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est de classe. Bon, belle Linda. Il va falloir qu'elle protège ses enfants, là, par exemple, qu'elle ait l'œil, hein. Ces petites là, ces jeunes, hein. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, quelqu'un qui est autoritaire, on associe à cette notion-là de la force. Tu vois un personnage autoritaire, premier réflexe, beaucoup vont dire, c'est une personne qui est forte. C'est une personne qui est intransigeante, mais elle a une force, elle est capable de leader, est capable de... Souvent, c'est l'inverse. C'est ça. Plus un adulte est faible, plus il a tendance à se faire obéir aveuglement. Il n'y a que les faibles pour exiger l'obéissance aveugle. Un individu qui est fort et sûr de lui n'exige pas ça. Et un facilitateur, Pierre, il va regarder les forces de l'autre. Pour prendre l'exemple contraire, là, il va regarder, par exemple, un petit gars, une petite fille, puis il voit les forces, et il va donner des outils, il va les... Tu sais, si l'enfant, il voit qu'il y a des talents en dessin, il va lui offrir une boîte de crayons avec des papiers. C'est ça, c'est un exemple niaiseux, là? Non, c'est ça, un facilitateur. Non, c'est simplement ça. À différents stades de développement de l'enfant. Alors, si on a été élevé par un facilitateur ou un autoritaire, ça fait quoi? Si on pose la question. La différence est énorme. 790-0224, 1-800-667-5241, puis on parle à René tout de suite. Bonjour, René. C'est Rémi. C'est Rémi. Oui. C'est Rémi. Oui. Bonjour, Rémi. Excusez-moi. Bonjour. C'est à votre tour. Allez-y. Alors, ma petite histoire, c'est assez simple. C'est lorsque j'étais au primaire, j'ai eu une enseignante, probablement l'une des dernières sœurs qui existait dans le système. Oui.
Alors, cette sœur-là, elle avait la réputation, en tout cas, moi, par mon vécu, je l'ai vécu de près, là. Je pense qu'elle a traumatisé bon nombre d'enfants. Je pensais que vous alliez nous servir un exemple positif. Malheureusement. Malheureusement, non. Bon. Oui, il y a un côté positif à ça. Parce que j'ai eu à y faire face étant adulte. Alors, ce qui est arrivé, c'est le changement, disons, au niveau de la perspective, là. C'est que moi, j'ai donné des cours, à un certain moment donné, des cours d'informatique. Et là, cette sœur-là, qui est maintenant à la retraite, je l'ai reconnue, là, dans le fond, là. Puis c'est tous ces souvenirs-là qui sont réapparus. Et le changement à ce niveau-là, c'est que, sur le coup, je me suis posé un paquet de questions, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais la voir? Est-ce que je retourne pour soit la prendre à part puis lui faire part de ce que j'ai vécu étant jeune, ou simplement que je passe à une autre chose, tu sais. C'est ça que je pense que c'est le processus qui s'est effectué là, inconsciemment. Consciemment, oui. Avant de nous parler de ce processus-là, revenez sur sa réputation où vous avez été traumatisé, quelque chose, là, vous avez mentionné, puis vous avez glissé rapidement là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait vivre de pas correct? Ça a été la peur. Ça a été un climat de peur, carrément, parce que, écoutez, on était dans un cours de musique, et puis elle enseignait la musique, puis on se retrouvait avec des violons. T'sais. Donc, un paquet d'enfants qui débutent des cours d'apprentissage de violon. Et puis, ce qui arrivait, c'était tout le temps sec. Et puis, ton de voix très autoritaire. Alors, c'était très autoritaire comme type de cours, puis je peux vous dire juste, chacun des élèves n'avait pas hâte au vendredi après-midi, là. Ah, mais Rémi, il faut que vous en mettiez plus que ça, parce que des personnes avec un ton de voix sec et autoritaire, ça traumatise pas grand monde encore là, une professeure qui est comme ça. Je peux vous donner des exemples plus concrets. Oui, alors là, comment instaurait-elle un climat de peur? C'est ça qu'on en fait, ce qu'elle nous reprenait carrément, mais c'est sûr qu'on était quand même, on ne pouvait pas vraiment... on n'était plus à l'époque du coup de règle et ces choses-là, là. Mais elle nous reprenait dans le sens qu'elle va arriver sec au violon. Non, pas comme ça, puis, haut, bas, haut, puis, c'était pas un coup de coude, mais elle nous plaçait, mais d'une façon vraiment comme radicale, tu sais. Elle va nous replacer l'épaule pour... Rémi, là, écoutez, ça fait de doléances de bonne femme, votre affaire, là. Faudrait que vous nous me disiez quelque chose d'un peu plus traumatisant que ça. Écoutez, vous avez une susceptibilité de gonzesse, vous? Quel âge il avait? Non, je dis, c'est sûr que j'ai d'autres exemples, mais ça a été l'exemple... Non, mais oui, mais amenez des exemples convaincants, parce que ce que vous nous dites n'instaurera jamais un climat de peur, c'est pas assez. Si le petit gars a 6 ans, Pierre, c'est ça l'âge des enfants. Quel âge vous aviez quand vous aviez ce professeur-là? Je devais avoir 7 ans. 7 ans, vous étiez des tout petits. Oui, j'étais tout petit, là, mais je pense que l'ensemble des élèves a vécu ça, tu sais. C'est vraiment le climat de peur, je pense qu'il était général, tu sais, à ce niveau-là. Puis personne... mais expliquez-nous comment elle s'y prenait pour instaurer la peur. C'est pas en parlant un petit peu sec, mais en étant autoritaire, puis en vous plaçant à l'épaule, puis en vous plaçant dans votre position. Écoutez, là, il faudra en mettre un peu plus que ça, là, parce que la peur, habituellement, résulte de menaces. Oui, habituellement, ça va être des menaces, mais je pense que des fois, juste la façon de faire... Là, Rémi, là, on est dans la susceptibilité féminine par-dessus les oreilles, là. On est dans la jérémiade féminine, là. Là, réellement, là... Vous savez, il y a des auditeurs qui vous écoutent, ils disent, oh là là, on a vécu d'autres choses que ça. Un petit bonhomme de 7 ans, un petit bonhomme de 7 ans, avec une matrone, admettons, comme professeur, est-ce que ça peut le traumatiser? Une matrone, il faut qu'elle instaure un climat de peur par des menaces. Menaces de frapper, menaces de, tu sais... La menace était là inconsciemment. La menace était toujours présente. Mais menace de quoi? La menace de toujours se faire... on avait peur, en quelque part, d'être frappé. C'est juste que le geste
elle n'avait pas le droit de le faire. Parce que si elle avait eu le droit de le faire, de frapper... Bon, en tout cas, là, vous, au fur et à mesure que la conversation progresse, puis qu'on vous met des mots en bouche, là, ça a l'air à progresser, votre affaire. Ben, je pense... Et là, il y a peur d'être frappé, frappez pas. Manquez bien, c'est possible, ce que vous dites. Mais il aurait fallu nous le dire d'emblêée. Oui. Vous avez quel âge, Rémi? Ben là, je suis rendu à 31 ans. 30? 31. 31. Oui. Est-ce qu'elle insultait, elle diminuait, elle dénigrait? Ben, je dirais pas qu'elle dénigrait de façon... C'est vraiment c'est l'autorité... Surtout vocale, le ton de voix, c'est un Non, là, l'histoire des tons de voix, là, oh boy, qu'on est sur de la glace mince, Rémi. Bon, vous devriez repenser à votre affaire, parce que c'est loin d'être convaincant, votre affaire de la religion. Mais Pierre, on peut tout garder. Non, j'ai l'impression qu'il cherche une façon de se lamenter, là. On peut le garder. Non, parce qu'il l'a eu dans un cours. Il y a un point intéressant que je voulais vous partager. OK, correct. Le point intéressant... Oui, attendez. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. C'est des personnes autoritaires autour de vous qui vous ont marqué, ou si vous avez eu le bonheur peut-être d'avoir des facilitateurs. Puis on continue avec Rémi. Pierre, il y a une question qui n'a pas été posée. Pour un enfant de 7 ans, là, est-ce que ce professeur-là avait un air de bœuf? Un air bête. Écoute, ça peut-tu marquer, ça, des enfants? Non, bon. ça prend beaucoup plus que ça. Voyons, on n'est pas... Écoute, on est dans les affaires de petites filles susceptibles, là. Amenez-nous quelque chose de convaincant, s'il vous plaît, Rémi, là. Ben, c'est ça, je voulais vous parler de ma famille. Ce qui arrive, c'est que du côté de mon père, il n'y en avait pas d'autorité, là. C'est le contraire complètement, tu sais. Il manquait d'autorité, lui. C'était plus... Ça veut dire quoi, il manquait d'autorité? C'est une mitaine? C'est quelqu'un qui va accumuler, qui va se fâcher à un certain moment donné, puis ça c'est quelque chose qui peut arriver, mais si on parle du professeur en tant que tel, c'est juste parce qu'elle avait pas elle pouvait pas, selon la loi, là, faire comme jadis, là, il y a été un temps. Ben oui, elle le faisait pas. Vous n'avez pas frappé. Maintenant, est-ce que vous pouviez pressentir qu'elle l'aurait fait allègrement, n'eût été de... En tout cas... Moi, je suis convaincu. OK. En tout cas... À une autre époque, elle aurait frappé. C'est ça? Mais ce qui est intéressant, je dirais, c'est plus l'aspect que, le retour du pendule, moi, j'ai donné des cours à cette madame-là. Et puis, c'est sûr qu'il m'est venu de l'idée de régler des comptes avec elle ou de revenir un petit peu dans le passé, mais je pense que le processus qui s'est fait là, c'est tout simplement pas par rapport à ex-morale ou religion, mais j'ai tout simplement pardonné sans qu'il se passe quoi que ce soit avec elle, t'sais. J'en ai même pas reparlé. J'en avais pas parlé. Mais de la voir, vous étiez adulte. Quand les premiers contacts que vous avez eus avec elle, vous aviez 7 ans, vous étiez un petit poutre. Là, vous vous retrouvez un homme. Oui. Quelle impression ça fait que quelqu'un qui vous a semblé être autoritaire, là, qui est un... Vous savez, Rémi, Janine, elle est gentille avec vous après-midi. Vous retrouvez un homme, c'est pas évident, là. Ben, t'es grand. En tout cas, pour un enfant, Pierre. Vous savez, on écoute votre discours, puis on se demande jusqu'à quel point vous êtes masculinisé. Ah oui? Et deuxièmement, mature. À ce point-là? Oui. Alors, ben oui, parce que vous avez un bon discours de gonzesse, là, puis pas à peu près. Ben, ça peut avoir l'air un peu gonzesse, vu parce qu'il n'y a pas eu d'action, je dirais, Mais qu'est-ce qui vous a amené à appeler cet après-midi? Ben, je trouvais que c'était un exemple intéressant. Moi, le retour des choses, l'aspect autoritaire là-dedans, parce que c'est probablement une des dernières figures, là, en termes d'autorité religieuse qui existait, là. Moi, je fais partie de la fin de cette époque-là. Oui. Là. C'est peut-être ce point de vue-là. À 30 ans, vous jouez à la messe, vous? 30 ans, il n'y a plus grand-chose, là. Ben oui, vous faisiez partie de la fin. Non, c'était fini avant vous. Ouais. 31 ans, là, il n'y avait plus de religion, les églises étaient vides. Bon, mais il y avait des effluves d'autorité, en tout cas. Ben oui, c'était la dernière religieuse, là. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Rémi. On va aller à la Alors, on va appeler ça un discours mou. Un discours mou, un peu convaincant, lirant, bon, je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de voir, à un moment donné, est-ce que tu peux te revenger de quelqu'un qui a usé de son autorité sur toi? C'est que je suis pas sûr qu'il perçoive bien la réalité. Je me demande si c'est pas une distorsion de la réalité. Ça se peut. Ça se peut aussi.
Ah, il se peut que la religieuse était intimidante de par sa stature, mais il se peut que cet enfant-là, peu importe le comportement, dès qu'une voix se levait un peu, il devenait intimidé. Il n'était pas capable de le prendre. Ça se peut très bien, Pierre. Alors, on va à Martin maintenant. Bonjour, Martin. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, Doc. Bonjour, Martin. Félicitations pour votre émission, puis je vous remercie beaucoup. Vous m'avez fait avancer dans mon cheminement personnel. Moi, en passant, l'année passée, j'ai écouté un reportage à CBC News World. Ça s'appelait Big Sugar. Puis, c'est une jolie demoiselle de couleur noire de Toronto qui décide de rechercher ses origines. Je sais que sa famille est arrivée en Amérique du Nord. Puis on se ramasse dans le sud des États-Unis, dans des grosses fermes d'esclavage. C'est pour ça que je voudrais mentionner à tous ceux-là qui vous en veulent pour vos paroles, à tout le monde en parle, s'ils pourraient écouter ça. Peut-être qu'ils trouveraient un peu de logique dans vos paroles, parce que ils nous montrent des scènes là-bas, là, ils ont même, il y a un gros arbre, il y a à peu près 4-5 pieds de diamètre, puis ils nous disent que cet arbre-là a tout vu, il a tout entendu, sauf qu'il peut pas parler. Ils nous montrent la maison encore là, avec une statue du propriétaire, avec son nom tout en or, de ces bourreaux-là. Là. Et ils retrouvent même le journal d'une bonne qui travaillait pour sa famille-là, qui s'est remis de famille en héritage. Puis ils nous lisent des bouts de ce livret-là, là, ça glace le sang. Les esclaves, comment ils étaient traités? Elle fait un témoignage dans son journal, c'est ça? Attendez un petit peu, Martin. C'est que l'esclavage, c'est une chose. Élever des Noirs comme du bétail, c'en était une autre. C'est pas tout à fait, c'est pas pareil, là. C'est pas synonyme, ça. Il l'explique. Parce que l'esclavage sur les galères, c'était une chose. Mais élever une race humaine comme on élève du bétail, c'est une autre affaire. Et il y en a qui font pas la différence. Faut presque être rural pour comprendre. Écoute, faut avoir vu Racine, le film Racine, là, à plusieurs reprises. C'est un film qui était fait par des Noirs, ça. C'est pas un film qui était fait par des Blancs. Avec une taquinité puis tout ça. Oui, là. Chicken George. Moi, mon favori là-dedans, c'était Chicken George. Mais Pierre... Mais, sérieux, ben oui, c'est lui qui s'occupait des combats de coq. Ah, Chicken George, j'oublierai jamais cet individu-là. Puis en plus, il était doublé d'un personnage extrêmement sympathique. Mais ce sont des réalités extrêmement dures. Ben oui. Et lourdes de conséquences. Ben, il matraquait quand ça faisait pas l'affaire. Un esclave qui élevait le ton, c'était fini, là. Ben, bon, alors Martin, ça, c'est ça, vous parlez... Puis on parle d'autorité aujourd'hui. Oui. Bon, vous arrivez avec ça. Vous, ça vous touche comment? Un autre commentaire pour... Oui, c'est plus que du fascisme, c'est plus que du despotisme. C'est des événements humains. Tu sais, l'élevage de Noirs comme du bétail. Écoute, on compare ça là, à l'extermination des Juifs par les nazis. Tu sais, c'est dans le même registre. C'est effrayant. Oui, ça fait frissonner, tu sais. Mais les humains ont fait ça dans l'histoire. Ben, ça a passé l'année passée, puis s'il y a quelqu'un qui levait seulement le regard pour défendre une situation, il chassait jusqu'à la mort. Il lâchait les gardiens, vous le tuez. C'est comme, ça montre à quel point que fallait que tu regardes à terre, comme on dit. Docile, jusqu'au regard. T'as pas le droit de parler, puis t'as pas le droit de lever les yeux. Exactement. Obéissance, vous savez, ce à quoi vous référez, c'est passé dans beaucoup de familles au Québec. Alors, il y a des familles au Québec qui ont élevé des enfants comme les éleveurs élèvent des animaux. Exactement. Ça s'est fait au Québec. Comme les esclavagistes. Et là, on est tous de la même couleur. Oui. Comme les esclavagistes, les éleveurs. Oui. Puis c'est parce que faut bien comprendre que le planteur, le propriétaire de plantation, qui avait des esclaves, avait avantage à bien les traiter. Parce qu'autrement, c'est le rendement des esclaves qui diminuait. On se comprend? Oui. Exactement comme un employeur. Vous savez, l'esclavage, c'est loin d'être fini, là. Mais il y avait peut-être des patrons qui n'étaient même pas assez intelligents pour agir comme vous venez de le mentionner. Non, mais là, c'était les profits de la plantation à la fin de l'année qui étaient affectés, Janine. OK? Parce que ça se donnait pas. Mais l'élevage d'êtres humains comme des animaux, ça, c'est une autre partie. À ne pas confondre les deux, là. Oui. Hey, on n'est pas dans les mêmes critères, là. Mais Martin, ça vous a rejoint. Ça vous a rejoint, vous. Et au Québec... Ça, c'est dans votre histoire à vous. Écoutez, au Québec, il y a eu, faut se le dire,
il y a eu des femmes qui, comme moyen de contraception, tuaient leur bébé. Ou étaient soupçonnées d'en avoir tué. 1, 2, 3, 4. Infanticide. L'infanticide au Québec, là. Vous savez, il y a des pans de notre... C'est pas pour rien qu'on essaie de me faire taire. En réaction... Je les comprends, ceux qui veulent me faire taire, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir de nous. Oui, une dernière phrase en réaction à Mitsu avec ses commentaires et son intervention, tout le monde en parle. Fuck you, Mitsu. Bon. Là, on commence. Oui, allez, Martin, on vous écoute, là. OK. Moi, j'ai eu la malchance de perdre ma mère, j'avais environ 7 ans. Oui. Puis, mon père s'est remarié environ 2 ans et demi, 3 ans après, avec une autre femme. Oui. Mais elle n'a pas marié les enfants, là. Elle a marié le mari, puis les biens, puis... Il y avait combien d'enfants, là? Votre père avait combien d'enfants? 4. 4 enfants qui avaient entre... Quand ma mère est décédée, le plus jeune avait 18 mois. Et le plus vieux avait? Environ 11 ans. Ah, plus vieux avait 11 ans. 10 ans, 11 ans, Est-ce qu'elle est morte de quoi, votre mère? Du cancer du bas du corps qui a pris un peu dans le temps, de l'utérus, puis le bas des intestins. Mais quand ils l'ont découvert au mois de janvier, elle est décédée au mois de juin. Comme dans ce temps-là, il fallait que ça aille mal là, pour qu'il trouve de quoi. Là. Alors là, votre père se remarie et il survient ce qui survenait beaucoup à l'époque. La belle-mère prend en grippe les gamins du premier lit. Ah, l'enfer. L'enfer. C'était quand j'étais tout petit, là. Elle se servait de notre amour pour pas qu'on raconte les traitements qu'elle nous faisait le jour durant le temps que mon père était au travail. Je comprends pas. OK. Mettons que j'avais mal fait mon lit le matin, ou j'avais pas viré mes bas sur le bon bord, ou que j'avais fait pleurer ma soeur, ou j'étais un peu le souffre-douleur, là. Oui. Bon, ben là, elle nous maltraitait. Elle pouvait nous mettre à genoux sur l'asphalte, elle pouvait nous donner des coups de bâton, nous faire des copies quand on a commencé à écrire, nous cacher nos bessiques pour pas qu'on les prenne, pas le droit de toucher à ça. Puis elle nous disait par après, comme, si t'aimes ton père, là, ben, tu y diras pas parce que tu vas y faire de la peine parce qu'on va chicaner à cause de toi. Ah, OK, je comprends. Alors, l'attitude culpabilisatrice. Ah oui. Puis elle se servait de mon amour envers mon père pour m'éloigner puis tout cacher ce qu'elle me faisait à moi, si on veut, vous comprenez? Oui. Puis, comme la première journée qu'ils sont venus de voyage de noces, on était habitués, nous autres, on était des gamins, là. Ça fait que le premier matin, quand on s'est levé, on a tous couru dans le lit, puis allô, puis comment ça va, puis on s'est ennuyé de vous autres, puis comment tu veux qu'on t'appelle? Maman. T'sais, on va t'appeler maman, c'est ça qu'elle voulait. Mais ça a été la première fois qu'on a sauté dans le lit, puis la dernière fois. Oui, vous en êtes sorti bien raide. Ah, wow! Le lendemain, il y avait un crochet, puis c'était fini, là, comme... mais on comprenait pas, nous autres, c'était... un peu normal. En vieillissant, elle nous a isolés. Pas le droit d'avoir de téléphone. Pas le droit d'avoir d'amis à la maison. Quel âge avez-vous, Martin? Moi, j'ai 39 comme c'est là. Ah, pas plus que ça. Gros plateau. C'est pas dans les années 40, ça, mon homme? Non. Martin, on a parlé beaucoup, là, de cinéma et tout ça. Là, on va rentrer dans la réalité. On va faire une pause, puis on vous revient. OK. Correct? Oui. La réforme scolaire est un échec. Nous ne savons plus si les élèves maîtrisent les règles de base. Les parents ne s'y retrouvent plus. Vous avez des inquiétudes? Vous voulez en savoir plus? La coalition Stoppons la réforme vous invite à une assemblée d'information le jeudi 7 décembre dès 19h à l'école Saint-Maxime au 3680 boulevard Lévesque à Laval. Des enseignants et des spécialistes vous expliqueront pourquoi il faut corriger la réforme. Pour plus de détails sur la coalition ou pour signer la pétition, visitez stopponslareforme.qc.ca. En discutant avec votre femme des cadeaux de Noël qu'il vous reste à acheter, vous tentez subtilement de lui dire ce que vous voulez. Savais-tu ça que Tim Hortons vend des tasses et des boîtes pour le café? Puis des tasses, des soucoupes, même des théières pour prendre le thé? En tout cas, peu importe lequel, ce serait un méchant beau cadeau de Noël à me faire. J'avais pas dit subtilement? Ah oui, ce serait un méchant beau cadeau de Noël à me faire. Bon, pour la subtilité, on a déjà vu mieux. Faites plaisir à Noël cette année en offrant les cadeaux Tim Hortons à partir de seulement 6,95 $ pour un temps limité dans les restaurants participants jusqu'à épuisement des stocks. Comme une onde de choc qui relie toute la ville. Tous sont derrière un seul et même objectif. Koivu, Kovalev, Huet, ils sont tous là. Le 7e joueur est partout. La ville est hockey.
Tous les partisans au match du samedi 9 décembre recevront gratuitement une série de cartes de collection des Canadiens grâce au site de Nestlé Pure Life. CKAC 730 tient à remercier Bro et Martineau d'avoir contribué si généreusement au Radioton uni pour les enfants au profit de la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Chaque dollar recueilli lors de ce Radioton contribuera au mieux-être des enfants, des adolescents et des futures mamans soignées à Sainte-Justine. Cet événement qui réunissait les 6 stations radiophoniques chorus de la région montréalaise fut couronné de succès. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Bro et Martineau pour son soutien et sa générosité. Vitesse, intensité, action. C'est repris par Ryder. À la ligne bleue, Zurich. Tir bloqué, Ryder devant. Et goal! Les Canadiens de Montréal. Ici Martin McGuire. Je vous attends en compagnie de Danny Dubé demain soir dès 19h. Le Canadien affronte les Devils du New Jersey. Les Canadiens, comme si vous y étiez. Votre siège est réservé à CKAC 730, la voix des Canadiens de Montréal. Ici Jean Chartrand, tous les soirs à 19h30 à l'émission Sport et Loisirs d'aujourd'hui, je vous propose le lundi, le sport amateur, le mardi, accès plein air, le mercredi, prendre la route, le jeudi, ski et compagnie et le vendredi, chasse et pêche magazine. C'est donc un rendez-vous tous les soirs à 19h30 et en reprise les samedis et dimanches matins. Jean Chartrand partage ses passions avec vous à Sport et Loisirs d'aujourd'hui, à CKAC 730, la voix du sport au Québec. Découvrez la vie de nos personnalités connues, racontées par leurs héritiers. Les héritiers de la gloire avec Sophie Stanquier, en semaine dès 11h30 à CKAC 730. Bonjour mesdames, messieurs, ici Pascal Godin, voici les informations. Québec autorise les couples de retraités à fractionner leur revenu de retraite de manière à pouvoir bénéficier d'une baisse d'impôt. Le commissaire de la GRC, Giuliano Zaccardelli, témoigne à nouveau et revoit sa version des faits dans l'affaire Maher Arar. Et un observateur de la mission canadienne d'accompagnement des élections en Haïti a été blessé hier soir par une balle perdue. Au hockey maintenant, l'ailier droit des Islanders de New York, Trent Hunter, sera à l'écart pour une période de 2 à 4 semaines en raison d'une entorse au genou. Et 2 anciennes vedettes de la Ligue nationale seront honorées ce soir. Les Blues de Saint-Louis retireront le numéro 16 qu'arborait Brett Hall et l'organisation du Lightning honorera son ancien capitaine Dave Andreychuk à Tampa Bay. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Avez-vous été entouré d'êtres autoritaires ou plutôt de gens facilitateurs? 790-0224, 1-800-667-5241. On poursuit avec Martin qui nous raconte, sa mère est morte, son père se remarie 3 ans plus tard, ils reviennent de voyage de noces, les 4 typides se lancent dans le lit conjugal, puis le lendemain, il y a un crochet à la porte. Ça a commencé comme ça, puis après ça, c'est ça, vous êtes à genoux sur l'asphalte, ça n'a pas bien commencé. Non. Puis, moi et puis ma soeur la plus vieille, c'était nous autres les souffres-douleurs, si on veut. Oui. Puis elle nous utilisait, même les enfants, un envers l'autre, avec des chouchous, avec des récompenses, mais tout secret. Ça a pris des années avant qu'on puisse découvrir que mes frères et sœurs, tu sais, comme il y en avait qui nous stoulaient, comme on dit, là, parce que moi, dans ma chambre, là, j'avais droit à des fouilles là, aux 24 heures. Vous savez, qu'en vieillissant, un petit gars, ça me sort avoir un petit couteau comme son grand-papa, des choses comme ça. Bon, ben, elle le trouvait tout de suite. C'était la confiscation automatique, puis l'engueulade, puis... Quelle différence d'âge entre votre père et votre mère à l'époque? La première? C'est-à-dire la deuxième? La deuxième, pas une grosse différence. J'ai de la misère à marquer des nombres comme ça, je pourrais pas vous dire, là, mais c'est pas un... C'était une femme qui était sans enfant? Oui. Okay. Oui, c'est une femme qui était sans enfant. Elle avait pas eu ça facile dans sa famille. Il y avait toujours eu des déchirements, mais ça l'a continué chez nous, là, comme jusqu'au repas, elle avait son menu avec mon père, puis les enfants, on avait un autre menu, nous autres. Ah. On était de seconde classe. OK, un menu. Ah, c'est bien ça. C'est très significatif, cette histoire-là. C'était moins bon, c'était moins nutritif, puis... Évidemment. C'était des choses sans saveur, de la bouillie, toutes sortes d'affaires comme ça. Alors, il y avait un menu pour les enfants et un menu pour les adultes. Oui, pour manger à la même table, puis quand vous dites qu'on parlait pas à table,
c'est quand elle était de bonne humeur, elle disait « Dépêche-toi à manger, sinon je t'enlève ton assiette. » Oui. Puis quand elle était pas trop de bonne humeur, c'était « Mange, sinon t'auras pas de dessert. » Puis tu sais, si t'as vraiment pas mal de mauvaise humeur, là, si tu fermes pas ta gueule, là, tu t'en vas à table. Ça, il disait ça devant votre père, par exemple, à table. Oui. Il disait rien, lui. Parce que, comme je vais parler pour moi, je lui disais pas qu'est-ce qu'elle me faisait, parce que si j'y disais, ça allait être encore pire pour moi le lendemain, mais qu'il y a pas à l'ouvrage, tu comprends? Oui. Tu sais, puis c'était mon père, je l'aimais, je voulais pas lui faire de la peine, ça fait que c'est quand il est décédé en 96 d'un accident que je me suis retrouvé face à face avec elle, puis j'étais vide en dedans, c'était comme une chaudière qui est vide, là. Même si tu cognes après, là, je ressentais aucun sentiment, c'était froid à l'intérieur. Quand je la regardais, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis chez nous, mais je suis plus chez nous, là. Puis quand on était petits, à toutes les semaines, elle nous le répétait, puis elle nous le criait par la tête, je suis chez nous ici, puis elle sacrait, puis elle sautait dans les airs. Quand il arrivait de la visite, on était avertis qu'il fallait faire de l'air, fallait pas rester alentour. Oui. Quand il mouillait, ben là, c'était plus dur aller dehors. Ça fait que là, fallait rester à la case, fallait pas déranger la visite. Parce que quand mon père est mort, j'ai posé des questions. Hein, je suis allé dans tous les membres de la famille à mon père. Puis, comment ça? Qu'est-ce qui se passait? Puis tout ça. Donc, vous voyez pas, puis vous vous sauviez, puis tout ça. Tu sais, ça fait drôle d'entendre dire ça des membres de ta famille, que normalement, il aurait dû te protéger un peu ou tirer une cloche. Tu sais, comme... ça fait drôle. Vous Martin, la cruauté féminine, vous venez confirmer ce que le juge Bienvenu disait. C'est diabolique. La cruauté féminine, ça existe. On n'en a pas parlé. On a préféré l'ignorer, l'occulter. On s'est pas rendu service parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont souffert à cause de ça. Le père de Martin le premier. Le père de Martin le premier, il fermait les yeux. Il a permis qu'elle vous dise des affaires qui n'avaient pas d'allure au repas quand il en était témoin, là. C'est plate de dire ça, il est mort, votre père, mais lui était là. C'était un gars qui aimait pas la chicane. Quand ça criait, il aimait pas ça, puis il fallait pas crier, puis c'était pas drôle. C'est nous autres qui a mangé le votre père est un bon Québécois. Avec ce que j'appellerais une bravoure limitée. Il n'avait pas pantoute. Il n'avait pas pantoute. Bye-bye. Merci à vous. Okay. Ouais, tu dirais, tu sais, il y a eu Aurore d'enfant martyr, puis c'est à peu près le même scénario, sauf qu'il n'y a même pas 40 ans. On parle à Manon. Hein? Non, on n'est pas vieux. Ça. Non. Manon. Bonjour. Bonjour à vous. Moi, c'est ça, j'aimerais parler de quelque chose, parce que ça n'a pas vraiment de lien avec mon enfance. Sauf que ce qui se passe, c'est que je fais toujours face à des gens autoritaires depuis que je suis depuis que je suis jeune. Je m'excuse, je suis nerveuse un petit peu, là. Ah, non, excusez-vous pas, allez-y, ça roule bien. Je sais pas par quel bout commencer. Par la fin. Alors, oui, vous faites face, vous, avec des gens autoritaires. Oui, c'est ça. Savez-vous pourquoi vous faites face souvent à des gens autoritaires? C'est ça, c'est parce que j'ai eu une enfance, moi, que je... Non, parce qu'il y en a plein. Parce qu'il y en a plein. C'est ça. Ils sont légion. C'est ça. J'ai eu une enfance tout à fait normale, là. Moi, ma mère, c'était ma meilleure amie, là. Elle était toujours là, à mon écoute. Mon père aussi. Bon, j'ai eu des parents extraordinaires, là. Mais maintenant, dans ma vie adulte, ça fait comme 2 emplois que j'ai, là, dans 2 milieux différents, là. Oui. Et je fais face à la jalousie féminine, à la rogne, à l'hypocrisie, à des faces de cochon, excusez l'expression, là. Mais c'est toutes des femmes... de bœuf. C'est toutes des femmes avec qui... C'est toutes des femmes, là, que j'ai à affronter, là, dans ça. Oui. Et vous dites autoritaire. Oui. Dans le fond, on voudrait vous faire plier. C'est ça. C'est ça. J'en reviens pas en 2006, depuis, je sais pas combien d'années, j'en reviens pas de la jalousie féminine, j'en reviens pas que les femmes sont pas capables de s'entendre, puis qui sont tout le temps en train de s'embarquer par-dessus, là, tout le temps, là. Quel âge avez-vous, mauvaise langue? Moi, c'est 35 ans. 35 ans, puis une mauvaise langue comme ça. Vous dénigrez votre engeance. Oui, parce que je le constate aussi, là. Une femme qui est sexiste envers ses congénères. Oui. Quel moyen vous prenez pour vous en défendre? Je suis pas capable. Vous n'êtes pas capable? Je suis pas capable. Je me fais manipuler, puis quand ça va pas, je m'en vais chez nous puis je pleure. Je le dis à mon conjoint, puis ça n'a pas d'allure, puis je suis encore malheureuse au travail, puis ça recommence encore, puis c'est encore la même histoire, puis
il y en a encore une qui est jalouse, ça me le fait sentir, puis bon. Êtes-vous jolie? Pardon? Êtes-vous jolie? Ben oui, mais... Êtes-vous plus jolie que la moyenne, dans la moyenne des femmes, au-dessus? Je dirais dans la moyenne, je prends soin de moi quand même. Vous prenez soin de vous? Oui, je fais attention à mon apparence, tout ça, là. Apparence soignée, poids? Je dirais proportionnel, quoi qu'une petite affaire grassette, là, mais pas... La beauté féminine est vraiment mal tolérée dans beaucoup de milieux de travail. Dans quel genre de sphère, sans identifier les entreprises, là, oui. Dans quel genre de sphère vous œuvrez? Là, présentement, je suis commis dans un commerce. OK, dans les commerces? Oui. Puis des commerces surtout féminins ou... Oui, ben c'est ça, on est 11 employés, puis il y a un homme, là. Oui. C'est quoi, c'est dans le vêtement? Qu'est-ce que c'est? C'est une pharmacie. Une pharmacie. Oui. Bon. Ouais. Mais il y a des mécanismes, certainement, pour se défendre de ça, pour se faire respecter. Non, c'est pas ça, non. J'ai tellement, là, mais tellement de difficultés avec ça. Je me dis, est-ce que c'est des fois... Est-ce que c'est relié à mon enfance? Est-ce que c'est... je sais pas. Je voudrais, mettons, aller voir la personne, dire, excuse-moi, y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui te déplaît? Pourquoi tu c'est justement, regardez, c'est une très mauvaise attitude que vous venez d'illustrer là. Oui. On s'excuse pas lorsque l'autre a tort. On lui dit, hey, peux-tu me crisser à paix? Ça te tenterait pas de temps en temps? OK, on fait une pause et l'enseignement continue. Vous avez une mauvaise façon d'aborder vos congénères. Bon, Pierre, OK, on garde Manon. Oui. Puis on continue là-dessus. Il y a peut-être des choses à aller fouiller, là. Parce que tu dis, s'il y a des gens autoritaires partout, il faut avoir certaines armes psychologiques pour passer au travers. Bon, alors on continue. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. OK, Manon soulève un point. Pierre, on parle de personnes dans votre entourage qui seraient autoritaires. Est-ce que vous avez des figures d'autorité autour de vous ou si vous avez eu des gens facilitateurs? Et là, Manon nous parle d'un milieu de travail où on veut la faire taire, où il y a de l'hypocrisie, elle se fait manipuler. Alors, quand vous dites, Pierre Mayou, ils sont légion, là, ils sont nombreux, les autoritaires, tu t'en défais comment quand t'as pas été élevé dans un contexte où tes parents étaient autoritaires? Non, c'est pas ça l'affaire. C'est pas que vos parents étaient autoritaires. Tu connais pas ça du monde comme ça, non, admettons? C'est que vos parents vous ont élevé dans la ouate et ne vous ont pas préparé pour la vraie vie. Alors, c'est très différent. Oui. Le problème est une mauvaise préparation à la vie adulte. Alors, vous êtes une petite fille facile, docile, alors on s'en soucie pas, on la laisse aller, on est bien content. Es-tu fine, es-tu belle? Tu sais, elle est docile, elle est pas agressive, on la vante, on la monte au nu, jusqu'à temps qu'elle arrive sur le marché du travail. Et là, elle descend dans ma mère me le disait souvent, ça, Manon. J'aimerais tellement ça que tu te défendes. Parce que j'arrivais des fois en pleurant de l'école. Il y en a une qui m'a fait ci, puis il y en a une qui m'a fait ça. Bon. Manon, est-ce que votre mère était capable de vous donner l'exemple? Elle me disait, défends-toi. Est-ce qu'elle se défendait? Est-ce que votre mère était capable de vous donner l'exemple? Elle me défendait. Est-ce que votre mère était capable de vous donner l'exemple? Troisième reprise. Non, j'ai pas eu d'exemple concret. Merci. Alors, malheureusement, vous donnez une chance au coureur, 2, et la troisième, on devient agressif dans le ton de voix et dans les mots, utilisant langage vulgaire et blasphème de façon appropriée à la circonstance. Oui. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Est-ce que je peux juste vous donner un petit exemple de présentement, là, dans mon milieu de travail présentement, de toute façon? Je nomme pas personne, là, il y a personne qui va s'en reconnaître là. C'est juste, j'ai été rencontrer mon employeur actuel avec mes papiers, puis mon CV, puis tout ça, mais je lui ai expliqué au départ que j'aimerais avoir un horaire facilitant ma vie de famille un peu, si c'était possible pour lui. Oui. Bon, j'ai discuté tout simplement avec lui en lui disant que j'avais un conjoint qui travaillait à l'extérieur une semaine sur 2. Oui. Et que cette semaine-là, je me retrouvais toute seule avec ma fille. Bon. Oui. Alors là, je lui ai expliqué la façon que moi je vivais. Oui. Et je dis, si ça marche pas, c'est pas plus grave que ça. Moi, je fais une tentative auprès de vous pour avoir un emploi, bon, puis tout ça. Mais il y en a une, c'est ça, qui a su comment mon horaire fonctionnait, puis bon, depuis ce temps-là, j'ai affaire à une face de cochon, à une personne... Mais ça, c'est pas grave. Ça, elles ont le droit d'avoir les faces qu'elles veulent, les bonnes femmes. Il faut vous immuniser contre ça, Manon. Non. Votre susceptibilité de fillette, on met ça de côté. Là, je me dis, j'ai pas mis un fusil, un gun sur la tente de l'employeur en Manon, attendez un peu, là. Là, il y a une affaire que vous allez devoir comprendre. Oui. Les gens sont autour de vous, ont le droit d'avoir la face qu'ils ont. Cependant, ils n'ont pas le droit de vous écœurer.
Oui, c'est ça. Comprenez bien. Alors, parce que les fillettes au Québec sont très mal éduquées. Oui. Je répète, les femmes avec qui vous travaillez, elles ont le droit d'avoir la face qu'elles veulent. Elles n'ont pas le droit de vous dire n'importe quoi sans que vous vous défendiez. OK. Dès qu'elles attaquent, schlac des dents. OK. Et vous mettez le ton qui va avec. Et vous arrêtez de pleurer. Correct? Oui, c'est ça. Bye. C'est ce que j'ai de la difficulté à faire. Oui, les lamentations de gamine terminées. OK. Bye. Merci. Bonjour, Manon. Et on hausse le ton et on augmente l'utilisation de termes vulgaires et de blasphèmes à l'occasion de façon adéquate. Même entre femmes, ça peut se faire. Oh, puis et en haussant le ton, les autres deviennent conscientes. Et tu peux être sûr que les gonzesses, elles n'aiment pas ça. Ben, elle, on peut pas lui filer sur les pieds. C'est ça qui ressort. Laissez-la tranquille, sinon elle va... Oui. Elle va ameuter elle va ameuter l'entreprise. C'est ça. Sans jouer des games d'intimidation, puis parfois, quand on remet quelqu'un à sa place, après ça, on se fait respecter, ça revient à l'idée de départ. Le respect, lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, doit être imposé. Ah, mais quand t'as pas été élevé comme ça, parce que Pierre, c'est un peu ce que vous avez tenté de faire ressortir, c'est votre mère. Votre mère vous a tué. Est-ce qu'elle se défendait? Défends-toi, ma petite! Défends-toi, ma petite! Elle s'est jamais défendue, elle. La petite, elle va apprendre ça comment? Ça part de la maison. J'aimerais ça, Manon, que tu te défendes. Mais la mère n'est pas capable. Dans le fond, elle fait de la projection. Elle voudrait, probablement. Ça se peut qu'elle veuille que ça fille. Tu m'as allé te défendre contre des petits enfants, mais moi, quand je vais t'attaquer, je ne me défendrai pas. Oui. Afin donc ta boîte à grande, puis montre l'exemple, correct? Donc, apprendre à ses enfants à se défendre. Non, pas apprendre. C'est majeur. Mais faut se défendre. Ils vont apprendre seuls. Ils vont apprendre par mimétisme, par imitation. Et certains encouragements peut-être après. C'est ça, quelqu'un, l'occasion. Mais, tu sais, c'est une éducation. C'est une éducation se défendre. Dans les bonnes proportions, selon l'agression, l'agresseur, etc. Mais se faire respecter, Pierre, quand on te respecte pas petit, c'est très dur après de se faire respecter. Ouais. Tu t'accordes pas le droit de te faire respecter. Et quand tu frappes des gens qui sont autoritaires, qui n'ont pas de nuances, qui sont cassants, t'es pas armé. Ouais. Puis tu penses que tu le mérites, alors tu te tais puis tu continues. Oui, puis tu pars à la maison en pleurant. Non. Le pleurage, le pleurnichage, là, on arrête ça. Alors, on éduque les enfants comme du monde, on les prépare à la vie. Ils vont croiser sur leur chemin de très bonnes personnes et ils vont croiser aussi des crétins. Oui. Ah, regardons ça. Et toute leur vie. Oui. Jusqu'à la fin, on rencontre des gens qui sont pas humains, qui sont autoritaires, qui vont exiger des choses qui n'ont pas d'allure de nous. Et jusqu'à la fin, on va rencontrer des personnes qui ont de l'allure. Alors, c'est important d'éduquer les enfants à se faire facilement allier d'individus de bon sens pour se prémunir contre les sans-allure. Oui. Les alliances. Ça aussi, ça fait pas partie de la culture de la tribu. Les alliances. Alliez-vous à des personnes de bon sens. Il y en a qui l'ont compris, Pierre. Oh, très les gangs de rue. C'est une manière, ça va dans le noir, ça va dans le destructeur, mais... Ah oui, des alliances de crottés, c'est pas pareil. Mais ils le comprennent. Non, c'est pas des alliances, ça. C'est des meutes. C'est des meutes de chiens, papa. Écoute, les chiens le font. Prends des chiens, là, puis laisse-les en liberté. C'est des formes d'alliance. Alors, ils forment une meute de chiens, une meute de loups, et les gangs de rue, c'est des meutes, c'est pas des alliances, là. Mais tu dis, c'est instinctif. Instinctivement, on devrait l'avoir, ce réflexe-là, de s'entourer. Non, les alliances, ça se crée, ça se nourrit, ça se modifie. Ça se modifie. Tandis que la meute, les règles sont fixes, une meute de gang de rue, puis une meute de Hells Angels, là, c'est... Tu me rapportes. Ah ouais. Tu me rapportes, puis le jour où tu me rapportes pas, c'est au diable. Ouais, c'est comme une meute de chiens sauvages. Ouais. Mais quand même, ça va chercher quelque chose d'instinctif. Se regrouper pour se protéger, ou pour faire valoir ses lois ou ses points. Ouais, l'humain est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il a tendance à s'agglutiner. C'est instinctif. Mais les alliances, ce n'est pas instinctif, c'est différent, ça. Parce que ça demande une démarche de planification, d'étude, de réflexion. Mais la première alliance dans ta vie, c'est avec tes parents. Oui. Tu sais, tu t'en vas. Moi, ça me fait toujours rire, les petits garçons, des petits enfants. Ils partent, puis ils font un mauvais coup, ils vont crier, puis oups, ils reviennent se cacher dans les jeux de la mère. Ouais. Tu sais, ils se testent, là. Ils se testent en société, puis ils reviennent. Mais l'alliance, c'est les parents. Oui. Ils sont là pour sécuriser. Tu as raison, le premier lien, mais en autant qu'il y a une jupe. Oui, il faut qu'il y ait une jupe. Il faut qu'il y ait une jupe. Oui.
Parce que sinon, le petit pit qui s'essaye en dehors du cercle familial, à l'extérieur peut manger des mornifs. C'est ça un problème pour beaucoup d'enfants à l'heure actuelle, c'est que il n'y a pas de jupe disponible. Il n'y a pas de jupe sécurisante. Beaucoup d'enfants au Québec actuellement, malgré le petit peu d'enfants. Puis d'ailleurs, il n'y a pas uniquement, je suis en train de lire à la pause, je lisais un article en Russie. Poutine va sortir des poutines spéciales pour favoriser l'expansion démographique parce qu'ils ont perdu, depuis quelques mois, ils ont perdu encore 300 000 personnes. Voilà. Et les femmes russes ne veulent plus se reproduire. Ils commencent à faire déambuler des femmes enceintes. Oui, Ben oui. Ben oui, des concours de femmes viennent engrosser 5-6 mois. Et puis là, il y a heureuse de l'être. Il y a un psychothérapeute qui s'en mêle, puis il dit c'est mauvais pour le fœtus, espèce de... Des nonos, il y en a partout. Hein? Pierre, on est content en tant que Québécois de vous l'entendre dire qu'on n'est pas la seule nation avec des bébés. Ben là, écoute, à lire ça, là, vois-tu un problème très similaire? Franchement. Expansion démographique négative. Alors là, Poutine est en train de faire des doigts dans le nez. C'est parce qu'il va justifier son nouveau KGB. Plus il y aura de monde, plus il y aura d'infiltration possible, et plus il y aura de polonium dans le... Bon, on y est. Plutonium. Ben, c'est le polonium. Polonium? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, vous savez, on aurait pu poser la question d'une façon bien différente en ouvrant l'émission. On aurait pu dire, est-ce que les autoritaires, les gens qui sont autoritaires, sont un mal nécessaire? Parce qu'on a reçu un courriel. Oui. Je remercie, c'est M. Luc qui nous écrit, qui avait une biographie de Pinochet. Et Pinochet s'est élevé, c'était pas dans l'idée de devenir un dictateur, mais de s'opposer au communisme qui était montant. Bon, là-bas, il a pris le pouvoir, c'est devenu ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un mal nécessaire? C'est un peu ça le questionnement qu'il nous propose, là. Puis je me dis, on peut le transférer. Est-ce que, dans certains cas, les autoritaires sont un mal nécessaire? Ou c'est parce qu'on n'a pas suffisamment élevé les êtres humains quand ils étaient petits à penser par eux-mêmes, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va les éclairer. J'aime ça, ce que tu dis. C'est con, hein? J'aime ça, ce que tu dis. J'aime ça. Et c'est en plein ça. C'est ça, hein? Alors, c'est pour ça qu'ils deviennent un mal nécessaire et qu'ils sont légion. Exactement. Oui. Alors, tu peux plaider, toi, à l'effet que les autoritaires sont nécessaires. Mais, si on gratte, sont nécessaires parce que on les a domptés à obéir depuis la tendre enfance. Fait que si on les a domptés à obéir, on doit leur fournir des figures d'autorité pour qu'ils continuent à obéir aveuglément. C'est ça. Parce qu'ils ont été dressés dans ce sens-là. Donc, ça a de l'allure. Ça a plein d'allure. It's a self-fulfilling prophecy. Tu sais, tu prophétises quelque chose, mais tu t'es arrangé pour que ça remplisse ta prophétie, par exemple. Oui. Oui, et pour casser, puis rentrer dans ce moule de fonctionnement-là. Écoute, Pinochet, c'est un véritable sauveteur. Ben oui, c'était pas prévu dans son plan de carrière. Il était simplement général d'armée. C'est un général d'armée. Mais il n'y avait pas de charisme, il paraît. Je pense qu'il est pris au jeu. Je pense qu'il a aimé ça, hein, devenir un autoritaire, un genre de dictateur. Ça se peut? C'est pris au jeu. Ça peut être le fun. 17 ans? C'est pas plein trop vite. Puis là, c'est rien, l'auditeur nous envoie ça, le courriéliste nous envoie ça, puis il dit, écoute, c'était nécessaire, s'il n'avait pas été là, ben oui, on va tenir le même raisonnement concernant Saddam Hussein. Tu sais que Saddam Hussein, on va s'en ennuyer, hein? On va s'en ennuyer, parce que là, tu vois le bordel qui est pris. Alors, quand Saddam Hussein était au pouvoir, il en tuait quelques-uns de temps en temps, puis tout le monde se tenait tranquille. Ça maintenait les autres dans la table. On le met en prison, c'est le bordel. Ça s'entretue comme chien et chat. Et c'était la crainte, Pierre. C'était la crainte quand les Américains sont entrés là-bas, que ça tourne le free-for-all. Alors, si on continue notre raisonnement, il faut absolument permettre à l'Irak de se choisir ou de leur imposer un nouveau dictateur qui va en tuer quelques-uns, ramener les factions à l'ordre, etc. Ou la démocratie Vois-tu le danger d'être autoritaire très tôt, de dresser les êtres humains, c'est qu'ils vont avoir besoin de dressage toute leur vie. Ben oui. Et à un moment donné, mais il y a des révolutions aussi. Il y en a des révolutions. Parce qu'à un moment donné, 1789, les titlins de la France ont dit, on en a plein le postérieur ils étaient affamés, du fascisme. Oui, ils étaient affamés. Quand c'est devenu dans leur assiette, là,
et que la pauvreté était partout, c'était de la misère, là, il y a révolte. Alors là, tu Perestroïka. Qu'est-ce qu'il y en est la perestroïka en Russie, en Union soviétique? Les files d'attente au magasin de nourriture. Encore une fois, Janine. Mais oui. La perestroïka, je me rappelle très bien de ça. Il y avait des files d'attente pour du monde, puis il y avait juste 3-4 ballonnés dans la boucherie. Mais là, quand tu fais tomber le dictateur et que tu n'as jamais été habitué à te gouverner toi-même, là, tu as des problèmes. C'est ce qui se passe après l'effondrement de bien des systèmes. Ça va être intéressant de voir à Cuba. Oui, c'est ça, les systèmes fascistes, les systèmes autoritaires ou autoritariens. Écoute, lorsqu'ils tombent, ça prend 2 générations, là. C'est pas comique. Mais oui. Mais oui, parce que ça devient... Regarde la Russie. Voilà, la Russie me fascine. T'écoutes les nouvelles, toi aussi, de la Russie. Puis là, ils viennent de construire une cabane, 1,5 milliard, et c'est une cabane qui va être responsable de l'espionnage. Mais oui, c'est la 2e étape du KGB, monsieur. C'est incroyable. Ils sont tellement pas autonomes, ils sont tellement pas... Écoute, ils sont tellement pas matures. Mais c'est qui? Là, ils vont s'espionner. Hey, il y a un tel, il a fait à l'affaire, puis l'autre, là, il sort, il est poche, puis l'autre, il a fait... Puis là, ils vont se dénoncer, puis... Et le peuple n'y voit que du feu. Avez-vous entendu les commentaires? Avez-vous entendu les commentaires de la rue? Tant qu'on a de l'argent, tant que ça va bien. Pas de trouble, ça ne nous dérange pas. La liberté de parole. Eux autres, écoute, si on a de la nourriture, si on a de quoi manger, on s'en fiche-tu de la liberté de parole? Mais ils sont en croissance, hein? Moscou est une des villes où ça coûte le plus cher, où il y a plus de luxe. Il y a de l'argent là actuellement, c'est incroyable. Ils s'entrevolent. On va inventer un nouveau mot, s'entrevoler. On s'en va vers d'autres excès. On s'en va vers d'autres excès, Pierre, c'est pas l'équilibre à ce moment-là. Ben non, ils s'entrevolent allègrement. Ils s'autopillent. Alors c'est un peuple de pillards. Mais moi j'aime mieux un système, Pierre, je vais reprendre votre mot, puis je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire, facilitateur. J'aime mieux ce système-là. Hein? Un peu plus reposant. Un peu plus reposant, plus épanouissant, plus harmonieux. Plus harmonieux, Janine. Peut-être à tort. Devenir de grands utopistes. Pierre, je suis en train de vous avoir dans mon casque, on tente. Toi, là, ton influence, je m'en suis toujours défendu. C'était long, par exemple. Non, je vous niaise. On se niaise mutuellement. À demain. Bye tout le monde, bon retour.